Une voix ordonne à tout le monde de se mettre en formation de combat, soulignant la nécessité de vaincre un énorme monstre ce jour-là, sans faute. Un des combattants demande avec colère où est le monstre, mais quelqu'un d'autre l'avertit que le monstre est juste derrière lui. Le combattant se retourne, choqué et terrifié. À un moment crucial, un autre combattant apparaît et tranche le monstre avec un coup d'épée décisif, tandis que le premier combattant, qui était en danger, et un autre compagnon regardent avec étonnement. Le premier combattant interroge le nouveau venu comme s'il le connaissait, tandis qu'un elfe aux cheveux blancs semble également surpris par la présence du combattant, se demandant pourquoi il est venu ici. Après la fin de la bataille, l'elfe parle avec le sauveteur, lui exprimant sa profonde gratitude et lui disant qu'il ne sait pas comment le remercier. L'elfe s'excuse pour tout problème qu'il a pu causer dans le passé et lui dit qu'il lui a sauvé la vie et protégé la paix de leur tribu, lui assurant qu'il n'oubliera jamais cette bonté. Un message système apparaît indiquant la première réussite du joueur, un étranger qui a gagné la confiance d'un elfe, lui accordant la libre circulation dans les territoires de la race elfe. L'elfe ajoute que sa jeune sœur a également quelque chose à dire au combattant. Sa sœur s'avance et lui rappelle son offre précédente de devenir son compagnon. Le personnage reçoit une autre première réussite, le titre, un étranger qui a gagné un elfe comme compagnon, lui permettant d'utiliser l'équipement de la race elfe. La jeune elfe accepte sa demande, disant qu'elle aimerait ça aussi, puis ajoute le mot « hésitante ». La scène se déplace vers une joyeuse cérémonie de mariage où les mariés célèbrent au milieu des acclamations de la foule. Le combattant et la jeune elfe échangent des anneaux et s'embrassent. Une nouvelle notification de réussite apparaît annonçant que le joueur est le premier étranger à épouser une femme elfe, mais une voix puissante interrompt soudainement la notification et ordonne d'arrêter. La scène change complètement pour montrer un homme debout sur une scène devant un public, leur disant qu'il a passé d'innombrables heures à réfléchir à la façon de présenter ce qu'il est sur le point de dire. L'homme annonce que le joueur n'est pas qu'un simple jeu, mais que tous les personnages sont équipés d'une intelligence artificielle qui leur permet de prendre leurs propres décisions et d'agir en fonction de leur propre personnalité, décrivant Ark comme un autre monde. Le public est stupéfait, et une personne demande si ce qu'il vient de voir était de vraies images de jeu. La présentation continue en affirmant qu'Ark n'est pas qu'un jeu réaliste, mais que Purium Letid a créé un nouveau monde. Ceci a été réalisé grâce à l'application d'une intelligence artificielle supérieure à partir de laquelle un être divin est né, qui évalue les utilisateurs lui-même et peut leur accorder des capacités étonnantes en fonction de leur réalisation. L'orateur explique que quiconque reçoit une révélation du dieu d'Ark gagnera des pouvoirs spéciaux et pourra devenir un héros ou même construire ses propres forces et régner comme un roi. En bref, les joueurs peuvent réaliser tout ce qui est possible dans la réalité, et même des choses impossibles peuvent être réalisées dans Ark. Un des participants exprime son doute quant à la véracité de tout ce qui a été dit, mais décide qu'il veut absolument essayer le jeu en raison de son incroyable qualité. L'enthousiasme éclate parmi le public alors qu'il scande le nom de Monsieur Lysigine et demande comment l'acheter et qu'ils veulent commencer immédiatement. Un commentaire apparaît expliquant que, en l'an février 1945, le jeu a été développé et que la réaction à celui-ci a été retentissante car son impact ne s'est pas limité à l'industrie du jeu, mais s'est étendu à changer la culture du monde entier. Son nombre d'utilisateurs a dépassé 1 milliard en un instant. Un an plus tard, un nouveau joueur se lève et exprime son étonnement, disant que le jeu est plus réaliste qu'il ne l'avait entendu. Un autre joueur exprime sa profonde admiration, notant que l'expérience ressemble à un vrai voyage à l'intérieur de la zone des débutants. Un joueur réalise que les capacités physiques d'une personne dans le monde réel se reflètent à l'intérieur du jeu. Un joueur attire l'attention de son compagnon sur une scène devant eux, pointant vers un événement qui est dans le jeu depuis son lancement, brisant un mannequin en bois. Et il est dit que 1,2 milliard de personnes ont essayé de l'accomplir, mais qu'ils ont tous échoué. La rumeur court parmi les joueurs que la réussite du défi du mannequin en bois accorde au gagnant une capsule de jeu Ark très spéciale d'une valeur de 50 millions en plus d'une augmentation de 5 points de toutes leurs statistiques. Bien que la quête semble simple et ne nécessite que 10 coups, le nombre de challengers a récemment diminué. La raison en est que le consensus général considère ce défi comme impossible, surtout après une série d'échecs de représentants sportifs nationaux, et même le héros médaillé d'or, Anul, n'a pas réussi à le briser. Pour cette raison, il y avait beaucoup de discussions au sujet de ce défi, mais les joueurs se tenaient rassemblés sans qu'aucun d'eux n'essaie, car ils attendaient tous l'arrivée du véritable et ultime espoir de l'humanité. Soudain, une voix dans la foule leur a demandé de faire de la place, et un homme costaud nommé Medusok, qui était décrit comme l'homme le plus fort parmi les humains, est apparu, surprenant les spectateurs. Medusok a regardé le mannequin en bois et a souligné qu'il s'agissait du même que Anul n'avait pas réussi à briser. Sa taille était si immense que certains ont commenté qu'il ne semblait pas être de leur même race, et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il pouvait vaincre un ours à main nue. Sa silhouette géante se tenait devant le mannequin en bois, le faisant paraître minuscule à côté de lui, ce qui a amené certains à spéculer qu'il pourrait réussir à le briser avant de terminer les 10 coups. Medusok a annoncé que la précieuse capsule serait à lui, puis a porté un coup violent au mannequin. La foule a éclaté en acclamations d'admiration après que le mannequin en bois ait été repoussé sur une grande distance par le coup, se demandant si un challenger finirait enfin par réussir cette fois.
Pendant ce temps, ailleurs, deux développeurs regardaient la scène, l'un d'eux exprimant l'espoir que Medusoc réussisse afin que les appels de protestation qui affluaient cessent. Mais son collègue semblait inquiet, disant que si cet homme échouait également après annule, cela provoquerait probablement un énorme désordre. Son collègue a expliqué que les gros titres des journaux du lendemain seraient remplis d'accusations contre l'entreprise pour avoir créé une quête impossible pour attirer l'attention, et car est obsédé par le recrutement d'utilisateurs et le gain d'argent. L'employé a conclu que s'il échouait, cela signifierait qu'il devrait interférer avec le système A, une action sans précédent. Son collègue s'est demandé si le PDG accepterait cela, mais elle a insisté sur le fait que lui, en tant que chef d'équipe, devait le faire, menaçant de démissionner s'il n'y parvenait pas. De retour dans le jeu, un message est apparu sur l'écran. Quête échouée. Veuillez réessayer. Medusoc était dans un état de choc, incapable de croire qu'il avait échoué. Au bureau, le chef d'équipe a mis sa main sur son visage, désespéré, disant qu'ils étaient en difficulté. Son collègue a suggéré qu'il s'enfuit rapidement avant que les appels de protestation ne commencent et l'a invité en plaisantant à dîner à ses frais. À ce moment-là, un autre employé les a appelés pour dire au chef d'équipe qu'un nouveau challenger se présentait. Le chef d'équipe a demandé avec indifférence s'il avait l'air de pouvoir réussir, et l'employé a souligné que le nouveau challenger portait l'équipement de base qu'un joueur reçoit lors de la création d'un personnage et que son arme ressemblait à quelque chose provenant de la boutique d'argent, mais de nombreux joueurs qui comptaient sur de tels outils avaient déjà échoué. L'employé s'est excusé d'avoir dit quelque chose d'inutile, mais le chef d'équipe l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas grave car lui aussi avait eu des moments d'espoir. Il a ensuite décidé d'aller dîner et de revenir plus tard. Mais alors qu'il se tournait pour partir, lui et son collègue ont entendu un son fort et soudain qui les a fait se demander avec étonnement d'où il venait. C'était le son du nouveau challenger portant un coup dévastateur au mannequin en bois, après quoi un message global est apparu le félicitant. Les messages suivants ont annoncé qu'il était le premier utilisateur à avoir réussi à détruire le mannequin en bois et qu'il avait gagné 5 points pour toutes ses statistiques et 200 points de renommée. Le chef d'équipe et ses collègues sont restés complètement choqués, se demandant ce qui venait de se passer et qui pouvait être ce joueur talentueux, d'autant plus que Medusoc avait été leur dernier espoir. Puis le chef d'équipe a réalisé l'incroyable vérité. Ce héros était très probablement juste une personne ordinaire. Au bureau, le chef d'équipe stupéfait a ordonné à son collègue de rechercher la qualité de l'épée que le challenger avait utilisée. L'employé lui a dit que le résultat de la recherche était un peu étrange, ce à quoi le chef d'équipe a répondu que c'était normal. Cela aurait été étrange si ce n'était pas le cas. Elle a ensuite révélé les détails, expliquant que l'épée nommée était de qualité épique avec une puissance d'attaque de 143 et une durabilité totale et avait une restriction d'utilisation nécessitant un niveau 40 ou plus sans restriction sur son créateur. Le chef d'équipe a été extrêmement choqué en entendant que l'épée était épique et a commencé à s'interroger sur l'identité de cet homme mystérieux et sur sa véritable nature. La scène se déplace vers un rêve ou un souvenir où le bruit du métal résonne dans l'atelier d'un forgeron. Le protagoniste se souvient du feu flamboyant qui était capable de voler toute la sueur de son corps et voit une image de son père travaillant dur devant le four. Dans le rêve, le jeune homme regarde ses mains fatiguées, puis son père, lui disant qu'il est revenu. Le jeune homme embrasse son père, jurant de le protéger, mais le rêve se transforme rapidement en un horrible cauchemar. Le jeune homme trouve son père entouré de flammes, criant à cause de la chaleur intense. Le fils crie de terreur, suppliant son père de sortir du feu et l'exhortant à s'échapper. Le jeune homme se réveille soudainement, haletant et les larmes aux yeux, réalisant qu'il a refait le même rêve. La scène suivante apparaît dans le monde réel, plus précisément dans le hall d'un hôpital à Séoul, en Corée. Là, le jeune homme nommé Kim Ji-hoon pense ironiquement aux personnes qui s'accrochent encore à l'espoir de briser le mannequin en bois, réalisant que la force physique seule ne suffit pas pour cela. Un ami l'interrompt, agacé, lui rappelant qu'il lui avait demandé de ne pas l'appeler pendant la journée. Kim Ji-hoon justifie son action en disant qu'il ne peut pas le rencontrer le soir à cause de son travail et qu'il ne peut même pas entrer dans la chambre du père de Ji-hoon à l'hôpital. Son ami soupire et demande ce qu'il veut, et Kim Ji-hoon commande ses vêtements épais et lui demande s'il n'a pas chaud. Son ami lui lance un regard menaçant et lui demande s'il veut mourir, ce à quoi Kim Ji-hoon s'excuse immédiatement. Alors Kim Ji-hoon en vient au fait et demande à son ami s'il a entendu parler du jeu art. Il explique que c'est le jeu le plus populaire du moment et qu'il fonctionne avec une intelligence artificielle supérieure, puis lui parle d'un événement spécial pour les débutants dans le jeu. Il explique que personne n'a encore réussi cet événement. Même des célébrités en vue ont échoué, mais le prix de la réussite est une capsule de jeu VVIP d'une valeur de 50 millions de wons. Son ami répond froidement, se demandant l'intérêt d'essayer si 1 milliard de personnes ont déjà échoué, ajoutant qu'il ne joue pas aux jeux vidéo de toute façon. Kim Ji-hoon admet que ce sera difficile, mais affirme que ce n'est pas impossible, puis dit à son ami qu'en ce qui concerne la destruction de ce mannequin en bois, il pourrait avoir une chance, ce qui déconcerte son ami. Kim Ji-hoon emmène son ami dans un endroit avec des capsules de jeu, révélant qu'il a préparé pour lui une capsule de jeu art standard d'une valeur de 10 millions de wons, ce qui choque Ji-hoon. Son ami fait remarquer que le jeu est cher et pourtant 1 milliard de personnes y jouent,
Ce à quoi Kim Ji-hoon répond que l'investissement en vaut la peine. Il ajoute que si les choses se passent bien, les joueurs peuvent obtenir des récompenses incroyables et même échanger avec de la monnaie du monde réel, c'est pourquoi tout le monde s'y précipite. Kim Ji-hoon termine son explication et suggère d'y aller, révélant qu'il a lui-même un peu essayé le jeu. L'ami de Kim Ji-hoon s'interroge sur la source de cette capsule de jeu coûteuse, mais Kim Ji-hoon ignore la question et l'incite à penser à l'argent qu'il pourrait gagner grâce à elle. Son ami en doute, se demandant s'il y a une garantie de profit et qualifiant l'idée de son ami de folle. Kim Ji-hoon défend son idée avec enthousiasme, insistant sur le fait que c'est un investissement et que Ji-hoon a une réelle chance. Son ami exige qu'il explique la base de cette prétendue opportunité. Kim Ji-hoon révèle le secret de sa confiance, l'existence de la classe de forgeron dans le jeu art. Il s'adresse ensuite à son ami sous le nom de Kang In-so, révélant sa véritable identité de fils unique d'un maître artisan de renommée mondiale et son seul héritier. Kim Ji-hoon se demande comment un mannequin en bois pourrait représenter un défi pour quelqu'un avec les compétences de In-so. In-so enlève son chapeau, révélant des cicatrices sur son visage, et dit à son ami qu'il n'a jamais vu son état réel depuis l'accident. Il dit que c'est sa situation actuelle, admettant qu'il n'est pas en état d'essayer quoi que ce soit. Des souvenirs du passé montrent l'horrible accident, qui était un incendie massif. In-so se souvient avoir couru à travers les flammes, criant après son père, essayant de le réveiller et de le sauver de l'incendie. In-so raconte comment cet accident lui a tout enlevé. Il a à peine survécu, mais son père n'a jamais repris conscience et sa famille était trop pauvre pour couvrir ses coûts médicaux exorbitants. In-so a été forcé de travailler dans des emplois manuels pénibles. Après avoir passé 10 ans sur les traces de son père, il se souvient du marteau qu'il utilisait pour forger d'innombrables métaux, mais même ce travail est devenu une chose du passé, quelque chose qu'il ne peut plus faire. In-so explique à son ami que depuis l'accident, il est incapable d'utiliser la force de son bras droit, ce qui rend le travail manuel difficile, sans parler du métier de forgeron. Il lui dit qu'il s'occupera de ses propres problèmes, mais apprécie sa tentative d'aide. Il lui demande ensuite de rendre la capsule, le traitant de fou pour avoir gaspillé 10 millions de wons, puis s'en va, disant qu'il est temps pour son travail à temps partiel. Kim Ji-hoon lui crie dessus, le traitant de vrai fou, et révèle qu'il est au courant de sa situation financière difficile et de la façon dont il lutte chaque mois pour payer les factures d'hôpital de son père, se demandant combien de temps il peut continuer ainsi. Kim Ji-hoon continue sa confrontation, l'interrogeant sur sa vie et son avenir et s'il laissera son corps blessé tel quel pour toujours, insistant sur le fait que ce jeu peut tout réparer. Il lui rappelle que le coût total du traitement est d'environ 3 milliards de wons, un montant fantastique, mais cela ne signifie pas qu'il devrait abandonner. Kim Ji-hoon lui rappelle son ancienne passion et son rêve de vivre comme forgeron pour le reste de sa vie et crie avec enthousiasme qu'il peut réaliser cela dans le jeu art. Kim Ji-hoon s'engage à assumer la responsabilité des 10 millions de wons et le supplie de l'écouter une seule fois. Il le supplie de faire juste un essai, promettant qu'il ne lui mettra pas la pression après cela. Le souvenir de l'incendie et de son père piégé revient à l'esprit de In-so, qui regarde silencieusement sa main droite tremblante et faible tandis que la scène se déplace vers un chantier de construction où son travail est censé commencer. Sur le chantier de construction, In-so essaie de se concentrer sur son travail en pensant que son ami Ji-hoon lui a rempli la tête d'idées inutiles. Il se dit qu'il doit se dépêcher et gagner de l'argent pour le traitement de son père, mais pendant qu'il travaille, un fort bruit métallique résonne dans son cœur, réveillant une profonde nostalgie pour son passé. Finalement, involontairement, In-so se retrouve à revenir à l'endroit avec les capsules de jeu, admettant que le son du métal l'a conduit là. Les paroles enthousiastes de son ami sur son rêve de vivre comme forgeron et sur la façon dont il pourrait y parvenir résonnent dans son esprit. Il se souvient avec tendresse du feu flamboyant et du son du métal qui faisait partie de sa vie et décide d'entrer dans le jeu, jurant à son père qu'il entendra à nouveau ce son. En entrant, des messages du système l'accueillent dans le monde d'art et annoncent le début de la création du personnage. On lui demande de définir un pseudonyme, et In-su choisit In-su. Après cela, le processus de personnalisation du personnage commence. In-su est surpris lorsque le système commence à analyser son type de corps et découvre que la cicatrice sur son visage due à l'accident est également apparue sur son personnage dans le jeu. Une fois l'analyse terminée, le système demande s'il souhaite continuer avec cette apparence. Après un moment d'hésitation, In-so accepte. Le processus de création du personnage se termine et la recherche d'un serveur commence. Dès qu'il entre dans le monde du jeu, In-so remarque deux choses étonnantes. La cicatrice sur son visage a disparu et, plus important encore, la force est revenue dans sa main droite. Il pense à son ami Kim Ji-hoon et réalise qu'il lui doit maintenant 10 millions de wons et décide qu'il travaillera dur pour rembourser cette dette. Il est ensuite convoqué dans une zone aléatoire et transporté dans la zone des débutants de la région de Bardin, plus précisément à l'atelier de forgeron de l'Ain. À l'intérieur, il trouve un vieux forgeron aux prises avec son travail, jurant qu'il n'abandonnera jamais et déterminé à forger une épée qui surpasse celle d'un de ses adversaires. Le forgeron frappait le métal avec force, plaidant désespérément pour que sa tentative réussisse. In-so l'interrompt calmement, lui disant que ce n'est pas la bonne façon de faire, ce qui surprend le forgeron.
Le forgeron est surpris par la présence d'un étranger et demande ce qu'il vient de dire. Yinso répète que la façon dont le forgeron travaille n'est pas la bonne. Le forgeron se met en colère et demande à Yinso avec dédain, n'étant qu'un enfant et un étranger, ce qu'il pourrait bien savoir sur la forge, et Yinso lui dit qu'il ne fera jamais une épée solide de cette façon. Yinso explique qu'il sait que ce ne sont pas ses affaires, mais qu'il ne pouvait pas rester là à regarder le forgeron essayer sincèrement de forger une grande épée de la mauvaise façon. Le forgeron se moque de ses paroles, se demandant s'il parle comme s'il savait vraiment comment faire. Après un moment de réflexion, le forgeron décide qu'il n'a rien à perdre et tend le marteau à Yinso, le défiant de montrer ce qu'il peut faire. Il lui dit qu'il le surveillera de près pour voir s'il a les compétences nécessaires pour étayer sa confiance. Yinso se dit que son plan initial était d'approcher le forgeron et de lui demander d'utiliser son atelier, mais ce développement pourrait également être à son avantage. Il se tourne ensuite vers le forgeron et lui dit qu'il a une condition. Le forgeron est surpris par la condition de Yinso, qui explique que s'il prouve ses compétences, il doit être autorisé à garder l'épée qu'il fabrique. En retour, Yinso promet de lui montrer quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, et le forgeron le qualifie d'arrogant. Le forgeron rit, disant qu'il aime cette confiance et espère qu'elle durera. Mais il avertit Yinso que s'il échoue, il paiera le prix de son arrogance, ce que Yinso accepte. Yinso ramasse le marteau et pense que 3 ans se sont écoulés. Il s'avoue que malgré son discours confiant, il n'est pas sûr d'avoir encore le talent. Mais dès qu'il commence à frapper le métal, la sensation familière revient, et il sent la confiance le remplir, réalisant qu'il peut le faire. Des images de son père malade et de son ami Ji-Hoon traversent son esprit, le poussant à travailler avec toute sa détermination comme pour leur demander d'attendre encore un peu. Des sentiments oubliés commencent à lui revenir, du son familier de l'acier à la chaleur brûlante sur sa peau. Il se sent ravi d'être de retour à sa place naturelle, réalisant que son corps se souvient encore du métier, et sa confiance qu'il peut réussir est renouvelée. Le vieux forgeron regarde son travail, et au début, il pensait que Yinso n'était qu'un mauvais imitateur, il admet bientôt que sa forme n'est pas mauvaise et qu'il doit avoir une certaine expérience. Cependant, le forgeron croit que c'est le maximum que Yinso puisse atteindre et est perplexe devant son bonheur écrasant en travaillant. Le forgeron croit que le plaisir de travailler n'a pas d'importance. Les résultats sont tout dans ce monde, et sans une compétence particulière, Yin atteindra inévitablement une impasse. Il sent que sa décision de le laisser essayer était une perte de temps car il est impossible pour un joueur dans la zone des débutants d'avoir une compétence en forge. Soudain, le forgeron voit quelque chose qui l'étonne dans le métal que Yinso travaille. Il remarque que Yinso utilise une technique avancée où il plie, réchauffe et tempère l'acier à plusieurs reprises, concluant que c'est une méthode pour augmenter la résistance tout en éliminant les impuretés. Le forgeron est choqué, se demandant comment il n'y avait jamais pensé. Malgré qu'il pense à une blague, il évalue le métal. L'acier est passé du grade D au grade C. Le forgeron n'en croit pas ses yeux. Il a déjà forgé de l'acier de grade C, mais pas si vite. Le forgeron avoue que Yin ne disait pas n'importe quoi, mais il y a une limite. Il est sûr qu'il ne peut pas augmenter le grade, sans compétence, Yinso n'est pas différent de lui. Le forgeron regarde, puis s'endort. Il se réveille tard et est choqué de voir que Yinso travaille encore. Yinso continue de marteler toute la nuit. Le forgeron se demande comment ce jeune homme ne se fatigue pas. Au lever du soleil, Yinso finit son travail et un message apparaît. Acier, grade B, le forgeron est stupéfait. Il ne croit pas qu'on puisse atteindre le grade B sans compétence. Yinso n'a pas arrêté et se demande s'il vise un grade supérieur. Après une longue nuit, Yinso est épuisé. Le forgeron, impressionné, propose son aide, et Yinso le remercie. Ils travaillent ensemble pour finir le métal. Le forgeron regarde le résultat, un lingot de grade A pour une épée rare. Il a une compétence pour voir le grade, et n'a jamais vu un objet magique dans le village débutant. Il dit qu'il peut forger une épée unique. Mais Yinso dit qu'il est trop tôt pour célébrer. Il doit finir le manche et polir la lame. L'épée doit résister à une force immense, la lame est loin d'être parfaite. Le forgeron rit, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange, il aime la forge depuis qu'il est enfant. Le forgeron propose qu'Yinso forge à nouveau l'épée, avec un nouveau matériau. Le forgeron révèle un morceau de minerai de mithril, un héritage familial. Yinso demande pourquoi il lui donne ça, il a beaucoup appris grâce à lui, ce minerai dépasse ses compétences. Yinso est ravi de travailler avec un métal légendaire. C'est un risque, il n'en a jamais utilisé, mais il accepte. Le forgeron demande s'il peut appeler Yinso maître. Yinso refuse, sinon il n'utilisera pas le mithril, le forgeron cède. Un mois plus tard, l'épée légendaire est terminée, une épée légendaire qu'on ne reverra plus dans la zone débutant. Au centre de gestion de Purium, les développeurs regardent les événements du joueur de niveau 1, Yinsu. Le chef d'équipe est impressionné, mais son collègue lui dit de se remettre au travail. Elle se plaint du manque d'informations, mais révèle son identité, Kim Yinso, 23 ans, connecté depuis chez un ami. Elle a obtenu ces informations via sa demande de capsule VVIP. Yinso voulait que son identité reste confidentielle. Il se demande pourquoi, il a ses raisons d'éviter la gloire. Le chef d'équipe demande où est Yinso.
Il est entré dans le centre d'entraînement. Un entraîneur nommé Relsin l'accueille, les monstres commencent ici, un niveau 1 n'a aucune chance. Il lui dit de partir chasser les lapins et de revenir plus tard. Yinso est confiant, l'entraîneur ne voit pas ses stats. Relson soupire, demande de choisir une épée et de le suivre. Yinso préfère utiliser sa propre épée. Yinso a passé un mois dans la zone débutant, ce qui booste ses stats. Il a la seule épée épique de la zone, niveau 1 et sans classe. Kim Taesuk se demande s'ils doivent laisser faire Liar. Un cadre est confiant, une classe légendaire attend Yinso. Relson est agacé par l'épée faite maison, il gâche son avenir pour une profession inutile. Le test commence, l'endroit regorge de monstres, un épéiste est plus important qu'une arme. Il se demande pourquoi un forgeron est ici, son affinité baisse. Il a vu ça souvent, forgeron est un rêve inutile, mais dans A, ses efforts seront reconnus. Yinso demande le meilleur épéiste entraîné et un test plus dur. Relsen est furieux de l'arrogance de ce débutant. Il est instructeur, mais il reconnaît le talent. Relsen accepte un test spécial. Il ne donne ce test qu'aux rares talents. Il l'emmène dans une autre zone, le record est l'étape 3. Relsen invoque un gobelin rapide de niveau 6 et demande si Yinso est sûr. La pénalité est une semaine d'exclusion. Yinso demande si l'étape 3 est la finale. Yinso veut faire tous les tests jusqu'à la finale. Relsen est en colère, il se moque de son entraînement. Relsen accepte et invoque le monstre de l'étape finale. Un gobelin fou de niveau 15 apparaît. Personne n'a réussi l'étape 3, personne n'a dépassé la 4. Le combat commence, le gobelin attaque, Yinsu esquive. Un forgeron voit le potentiel d'une arme, il active la compétence l'épée durable. L'épée libère un pouvoir immense, Yinso dit qu'aucune arme ne peut surpasser la sienne et vainc le gobelin rapide. Un autre gobelin l'attaque. C'est un coup critique, les gobelins rapides sont le cauchemar des débutants. Yinsu est fini. L'arme ne sert à rien sans compétence. Yinsu survit avec 82% de sa vie. Il a passé du temps à fabriquer des armes, boostant sa force et sa vitalité. Le gobelin utilise l'épine de folie, Yin devient étourdi. Relsen est impressionné, mais c'est la fin. Yinso se concentre, fait confiance à son arme et fait de son mieux. Il active la compétence passive de son épée, lumière du jour, appelée lame rapide, qui augmente considérablement sa vitesse d'attaque. Yinso déclenche une série d'attaques rapides. Réalisant que de cette façon, il peut combler l'écart de niveau. Les développeurs regardent la bataille avec émerveillement. Avec un coup final, Yinso réussit à vaincre les gobelins restants. Relsen est émerveillé et joyeux, criant que ce jeune homme a fait ce que personne d'autre ne pouvait. Il félicite Yinso, disant que même si ses frappes semblaient aléatoires, chaque goutte tirait la véritable puissance de la lame et suppose avec enthousiasme que Yinso a dû s'entraîner à l'escrime auparavant. Yinso explique qu'il a seulement appris qu'un forgeron doit être capable de manier les armes qu'il fabrique. Rien de plus. Relsen remarque les muscles et les cicatrices sur les bras de Yinso, un témoignage de son dur labeur. Relsen réalise qu'il est en présence d'un vrai forgeron et s'excuse pour son impolitesse précédente, portant leur affinité à son maximum. Relsen fait une suggestion à Yinsu par respect pour son talent, lui demandant s'il a envisagé de devenir un maître fou. Et à ce moment, une fenêtre apparaît lui offrant une quête de changement de classe vers la classe légendaire de maître fou. Pendant ce temps, les développeurs regardent la scène avec choc, incrédules que cet événement illogique se produise réellement. Ils réalisent que la simple offre de la classe légendaire de Mad Master, qui surpasse même la classe épique de Mad Knight, classe automatiquement Yinsu comme un utilisateur de deuxième niveau nécessitant une gestion spéciale. Le chef d'équipe exprime sa satisfaction face à ce développement, mais c'est qu'accepter la quête de changement de classe signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière et que le maître fou dirige des centaines de chevaliers, ce qui signifie que Yin TSU deviendra un protecteur du monde. Dans le jeu, Relsen exhorte Yin TSU à accepter l'offre, lui assurant qu'avec son talent, il pourrait devenir un roi parmi les chevaliers. Mais Yinso refuse poliment l'offre, déclarant fermement qu'il est un forgeron, pas un chevalier. Tout le monde, à la fois dans le jeu et au centre de gestion, est stupéfait par sa décision. Relsen éclate d'un rire admiratif, décrivant la persévérance de Yinso comme vraiment merveilleuse. Yinso pense qu'il pensait qu'il ne tiendrait plus jamais un marteau, mais dans ce jeu, il sentait que sa vie de forgeron recommençait. Relsen accepte sa décision et lui donne une lettre de recommandation pour une quête cachée pour rencontrer le seigneur local. En récompense d'avoir passé l'épreuve, il lui donne une armure rouillée portée par un ancien maître fou, confiant que Yinso trouvera une utilité à cela. Relsen l'encourage avec enthousiasme à faire ses preuves et à réaliser ce que les autres ne pouvaient pas, et Yinso promet de faire de son mieux. Les développeurs concluent que Yinso a surmonté sa plus grande crise et que l'étincelle de potentiel demeure. Yinso a maintenant commencé son chemin pour devenir le dieu de la forge. Les messages du système annoncent la fin de la période d'entraînement du tutoriel et le début de la quête principale et que le vrai jeu commence maintenant. Mais avant qu'il ne puisse continuer, il est soudainement déconnecté du jeu. Il revient à la réalité pour se rappeler qu'il a des responsabilités, comme payer la facture de gaz. Il vérifie son compte bancaire pour le trouver presque vide et réalise que sa priorité est d'assurer les frais d'hospitalisation de son père et leurs dépenses de subsistance.
Son ami Ji-hoon l'appelle pour lui demander s'il a terminé la zone d'entraînement, et Yinso répond qu'il vient d'arriver au village. Ji-hoon lui dit avec enthousiasme de se diriger d'abord vers la salle des ventes. Il explique que c'est là que les objets sont vendus contre de l'or et que l'or peut être échangé contre de l'argent réel, révélant que c'est la vraie raison pour laquelle il a amené Yinso dans Har. Ji-hoon conclut son discours en disant qu'il n'a jamais rien vu de plus merveilleux que les épées que Yinso et son père fabriquaient. Ji-hoon encourage son ami Yinso au téléphone, lui disant qu'une fois qu'il aura la capsule VVIP avec une synchronisation de 99,9%, son expérience sera encore plus incroyable et l'exhorte à inonder le monde avec les œuvres du plus grand forgeron. Yinso se sent reconnaissant et le remercie. Après l'appel, Yinso sent que son chemin est maintenant clair. Il décide de se concentrer sur l'artisanat et les quêtes pour gagner de l'or, réalisant qu'il doit également gérer son endurance pour y parvenir. Yinso commence à faire de l'exercice, réalisant que jouer à des jeux consomme beaucoup d'énergie, bien que cela ne se compare pas à l'effort de la forge réelle. Alors qu'il court, il jure à son père qu'il endurera et veillera à ce qu'il se réveille à nouveau. Yinso retourne dans le monde d'art et entre directement dans la salle des ventes. Il choisit un nom pour sa boutique, Yin's Forge. Yinsu attend que son outil de magasin soit créé. Une fois que le système a fini de créer la boutique, le système lui accorde la possibilité d'utiliser le panneau d'enchères à tout moment, n'importe où. Yinsu se demande ce qu'il devrait mettre en vente en premier et se souvient qu'il a un prototype qu'il a fabriqué dans l'atelier. Il examine les détails de la première épée de Yin, une épée de grade rare, et se souvient que le prix moyen du marché pour des épées similaires est d'environ 70 pièces d'or et que son ami lui a conseillé de ne pas la vendre trop bon marché. Il décide de lister l'épée pour 100 pièces d'or, puis a l'intention d'explorer les systèmes du village en attendant. Une alerte a été envoyée à tous les joueurs concernant la vente. Ailleurs, un joueur remarque que le tableau des enchères a explosé d'activité en raison d'une publication inhabituelle. Le prix d'enchère pour l'épée de Yinsu commence à augmenter rapidement, dépassant 300 pièces d'or. Cela attire l'attention d'un membre de la guilde du bouclier d'or qui se précipite pour informer le vice-capitaine de la guilde de cet objet incroyable. Le membre explique que le créateur de l'épée est un joueur de niveau 1 sans classe et qu'il a fabriqué la meilleure épée à partir des matières premières les plus primitives, et qu'elle a même une option d'amélioration. Le vice-capitaine analyse la situation, notant que l'utilisation de matériaux de faible qualité pour l'amélioration réduit les chances de succès, ce qui signifie que le créateur a été intelligent en économisant des coûts. Il conclut que cette arme, avec un petit investissement, pourrait rester efficace jusqu'au niveau 50. Il note également que le nom de l'épée, la première épée, en fait une première pièce précieuse pour les collectionneurs. Le vice-capitaine réalise que le prestige qui découle du fait d'être le premier à découvrir et à acheter le travail de cet artisan talentueux est le vrai gain et décide de procéder à l'achat. Pendant ce temps, Yinso se sent un peu embarrassé et anxieux, se demandant si son épée se vendra même puisqu'elle n'était qu'une pièce d'entraînement. Soudain, une notification apparaît annonçant que la première épée de Yin a été vendue. Yinso est choqué de voir à quelle vitesse elle s'est vendue. Il vérifie le prix de vente final et est étonné de voir qu'elle s'est vendue pour 1008 pièces d'or après l'avoir listée pour seulement 100. Il réalise rapidement que ce montant équivaut à plus de 1 million de wons coréens, et il est submergé par un sentiment de bonheur et d'incrédulité. Yinso découvre que l'acheteur est la guilde du bouclier d'or, et il reçoit un message de le félicitant et lui offrant un contrat de vente exclusif ou de rejoindre la guilde. Il cherche des informations sur la guilde et est encore plus choqué de découvrir qu'il s'agit d'une guilde de forgerons massive avec 780 000 abonnés. Yinso se souvient des mots de son ami Ji-hoon selon lesquels gagner des abonnés est beaucoup plus difficile que de monter de niveau et qu'avoir un grand nombre d'abonnés signifie un intérêt important des utilisateurs, et cet intérêt peut directement conduire au profit. Il vérifie le nombre d'abonnés pour sa boutique, Yin's Forge, pour constater qu'il n'y en a que 82. Cependant, lorsqu'il ouvre sa boîte de réception, il la trouve inondée d'offres d'adhésion de diverses guildes. Yinso réalise car est l'endroit qui attend les forgerons qui disparaissent de la réalité et que la valeur des compétences d'un artisan brille encore plus lorsqu'elle est soutenue par des données et des chiffres précis. Yinsu décide qu'il n'est pas encore temps de rejoindre une guilde et se dirige vers le château du seigneur, déterminé à montrer sa vraie valeur, qui commence maintenant. Dans le château, le seigneur Vance parlait avec son conseiller, Bell, se demandant si la réparation d'un artefact était vraiment impossible. Bell explique que le processus de restauration comporte un risque d'échec, ce qui pourrait entraîner la perte de la paix à jamais, c'est pourquoi ils doivent trouver le meilleur expert en restauration du continent. Vance commente que cet expert est uniquement dans la capitale. Bell confirme qu'il est une personne excentrique qui refuse de rencontrer qui que ce soit, ce qui rend sa convocation difficile. Le seigneur se sent triste de ne pas pouvoir abandonner les affaires de son territoire et d'y aller lui-même, d'autant plus que l'arc de forme unique est le seul héritage de son père. Il est révélé que Bell est en fait un joueur escroc de niveau 100 déguisé en forgeron qui a passé une semaine à gagner la confiance du seigneur pour le tromper. Bell propose au seigneur d'emporter l'arc dans la capitale pour la restauration pour 300 pièces d'or. Avant que le seigneur n'accepte, Yinsu entre soudainement, les interrompant et déclarant avec confiance que l'arc peut être restauré ici même sur place. Bell bouillonne de colère à l'intérieur alors que son plan est sur le point d'être ruiné.
Le seigneur demande à Yinsu avec choc s'il peut vraiment réparer l'arc brûlé ici dans le château sans avoir besoin de l'emmener dans un atelier de forgeron. Le seigneur ordonne à un garde de s'enquérir de l'identité de l'homme, et le garde répond qu'il est la personne qui est venue avec une lettre de recommandation de l'instructeur Relsen. Le seigneur est surpris par la mention d'un instructeur du centre d'entraînement pour débutants. En tant que seigneur de Barden, il demande officiellement à Yinsu de lui parler de ses compétences et de son expérience. Yinsu se présente, disant qu'il s'appelle Yinsu. Il est niveau 1, et sa classe est chômeur. Belle explose de colère, ne croyant pas qu'un joueur de niveau 1 ose parler avec autant d'arrogance devant le seigneur. Belle crie que la restauration est une compétence apprise uniquement par les forgerons au-dessus du niveau 80 et accuse Yinsu d'interférer avec son travail sur lequel il a passé une semaine entière et lui ordonne de partir. Yinsu répond calmement, disant à Belle qu'il se trompe et que cet arc n'est pas un arc recourbé. Yinsu corrige les informations de Belle, expliquant que l'arc n'est pas un arc recourbé, mais un arc composite traditionnel coréen. La confusion apparaît sur les visages du seigneur et de Belle en raison du nom inconnu. Yinsu s'adresse au seigneur, disant qu'il a entendu l'histoire du boulanger de la garde et sait que le seigneur souhaite restaurer l'arc brûlé de son défunt père, qui était un cadeau d'un étranger mystérieux. Le seigneur confirme que l'arc était unique en son genre et n'avait jamais été vu dans ce pays auparavant, mais il exprime sa lassitude d'être trompé par des étrangers avec de fausses déclarations sur l'héritage familial. Il avertit sévèrement Yinsu de ne dire que des mots qu'il peut prouver. Yinsu demande à confirmer une chose et surprend le seigneur en suggérant que l'arc, bien qu'étant un cadeau d'un étranger, a en fait été fabriqué dans ce pays même. Yinsu explique sa déduction, soulignant qu'il a vu une peinture d'un buffle d'eau dans le hall et que les cornes de cet animal sont considérées comme un matériau précieux même dans son monde. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est la courbure de l'arc, et il révèle le détail crucial. Il a été fabriqué en utilisant du tendon de baleine au lieu de tendon de vache, et il demande au seigneur une explication. Le seigneur admet que Yinsu a raison et explique que l'étranger était l'ami de son père, un forgeron. Il confirme que les matériaux utilisés étaient en effet locaux et rares. Cornes de buffle d'eau géant des marais de Barden et tendons de baleine du port de Barden. Avec ces matériaux précieux, l'ami a offert à son père le meilleur arc jamais fabriqué à Barden. Le seigneur est impressionné par la capacité de Yinsu à remarquer des détails que même Belle, qui est censé être un forgeron de niveau 100, a manqué. Le seigneur exprime son fort désir de sauver le souvenir de son père. Convaincu de la compétence de Yinsu, il lui demande officiellement de restaurer l'arc, ce qui amène Yinsu à accepter une quête avec une récompense de 500 pièces d'or. Le seigneur ordonne à Belle de partir pour l'instant, et Belle s'en va la tête baissée. Alors qu'il s'éloigne, il bouillonne de rage, jurant de se venger de Yinsu qui a ruiné son plan. Le seigneur demande à Yinsu ce qui est nécessaire pour restaurer l'arc. Yinsu énumère avec précision tous les matériaux nécessaires, des cornes de buffle d'eau et des tendons de baleine au type spécifique de bois et d'outils de finition, prouvant sa connaissance complète de la composition de l'arc. Yinsu obtient la méthode de restauration du Gakun du tireur d'élite, qui comprend une liste de matériaux et un avertissement que la restauration échouera si le taux de réussite est inférieur à 70%, ce qui entraînerait la destruction de l'arc. Yinsu est inondé de souvenirs d'enfance d'avoir appris à fabriquer des arcs de son père. Il se souvient que son père lui demandait s'il aimait tellement cet artisanat même s'il lui remplissait les mains de callosité. Il répond qu'il aime le faire avec lui, et son père promet de lui enseigner la forge quand il grandira. Mais pour l'instant, il doit s'habituer à manipuler les matières premières avec ses mains. Dans le présent, Yinsu murmure avec des larmes dans les yeux, « Oui, papa », et pense au taux de synchronisation élevé de sa capsule de jeu. Il ressent la sensation familière dans ses mains et est convaincu qu'il peut restaurer l'arc parfaitement comme son père le lui a appris. En voyant cette confiance et cette expertise, Lorvance offre son aide. Yinsu et Lorvance travaillent dur ensemble jour et nuit avec Yinsu absorbé par la mise en forme des parties en bois de l'arc tandis que le seigneur le regarde attentivement. Le seigneur admet que travailler toute la journée n'est pas facile et que sa force commence à faiblir, mais il ajoute que voir le bonheur sur le visage de Yinsu lui donne la force de continuer. Après une semaine complète, le seigneur épuisé demande s'il peut rentrer, mais Yinsu insiste pour qu'il reste pour aider à installer le cadre. Yinsu devine que la raison pour laquelle le seigneur vient tous les jours est son désir de restaurer le souvenir de son père de ses propres mains, ce que le seigneur confirme. Le seigneur explique que cet arc est tout ce qui reste de la mémoire de son père. Puis le seigneur demande à Yinsu pourquoi il aime aussi le travail. Yinsu répond avec un sourire qu'il a aussi beaucoup de bons souvenirs associés à cet artisanat. Ils conviennent que restaurer les souvenirs prend du temps et des efforts. Des plans rapides montrent le passage des 20 jours suivants alors qu'il travaille dur sur les différentes parties de l'arc. Enfin, le dernier jour arrive. La restauration du Gakun du tireur d'élite est terminée, et il renaît en tant qu'arme épique avec des statistiques et des capacités bien supérieures à sa forme originale. Le seigneur se tient devant la statue de son père, se demandant s'il le regarde et pensant comment un autre étranger mystérieux lui a offert cet arc une fois de plus. Yinsu suggère au seigneur d'essayer l'arc pour voir s'il se sent comme il s'en souvient. Le seigneur tire la corde et libère une flèche avec une force immense et note avec étonnement qu'elle ne se sent pas de la même manière. Puis il éclate de rire de joie, déclarant qu'il est devenu bien plus grand qu'avant,
et le message d'achèvement de la quête apparaît. Le système annonce que son affinité avec le Seigneur Vance a atteint son maximum en raison de l'incroyable succès qui a dépassé 100%. Le Seigneur remercie Yinsu, disant qu'il peut maintenant remplir ses fonctions avec un cœur paisible. Le Seigneur estime que la récompense promise est trop faible pour ce que Yinsu a fait. En raison de l'énorme succès, la récompense de la quête est améliorée. En plus de 2000 pièces, le Seigneur lui accorde l'utilisation gratuite de l'atelier du forgeron. Yinsu est ravi, réalisant que l'or équivaut à 2,1 millions, ce qui est plus que suffisant pour couvrir ses dépenses pendant longtemps. Puis le Seigneur lui demande s'il a déjà envisagé d'apprendre l'art de l'épée. Le Seigneur révèle qu'avant de devenir le Seigneur de Barden, il était lui-même un épéiste. Il parle de la première maîtrise de l'épée, un art secret de l'épée du premier royaume, la technique qui a maîtrisé les monstres sans fin et a apporté la stabilité à Barden. Le Seigneur dit à Yinsu que bien qu'il soit sans aucun doute un forgeron né, il a également vu en lui le talent d'un épéiste. Il explique que la recommandation de l'instructeur Relsen ainsi que ses propres observations personnelles l'ont confirmé. Le Seigneur énumère les qualités de Yin, de sa condition physique exceptionnelle et de ses réflexes rapides à sa connaissance approfondie des armes, et propose de partager une partie de l'essence de son maniement de l'épée avec lui. Vance offre à Yinsu une quête de compétences pour apprendre la première formation d'épéiste, confiant que Yinsu réussira s'il travaille aussi dur qu'il l'a fait dans l'atelier. Yinsu considère cette formation comme un cadeau inattendu, et un mois chargé passe. Au cours de ce mois, Yinsu était occupé à fabriquer son propre arc Godgun et à restaurer l'armure rouillée de Maître Fu. De plus, il a suivi une formation intensive où il a continué à s'entraîner avec Vance et a terminé avec succès la première formation d'épéiste. Quand il était temps de partir, Yin a dit au Seigneur qu'il était maintenant pleinement préparé. Portant son armure restaurée et portant son nouvel arc, il explique que sa prochaine étape est d'obtenir une profession appropriée. Après avoir fait ses adieux au Seigneur, qui lui dit qu'il est le bienvenu à tout moment, Yinsu décide d'organiser ses affaires avant de partir. Il passe en revue son nouvel équipement, l'armure de Maître Fu, qui compense son faible niveau grâce à la compétence de réflexion des dégâts, et le nouvel arc Gakgung, qui a une précision supplémentaire de 60. Pour couvrir ses dépenses, il avait également fabriqué des arcs rares et les avait mis en vente aux enchères. Yinsu vérifie le prix de vente du deuxième arc de Yin. Ailleurs, quelqu'un regarde les enchères avec incrédulité, notant que Black, le joueur numéro 1 coréen, n'a pas fabriqué un arc de cette qualité lorsqu'il était au niveau 10. Il s'émerveille de la façon dont Yin a réussi à fabriquer un tel arc au niveau 1 et avec seulement des matériaux de mauvaise qualité. Cette personne, qui se révèle être Ron, le chef de la guilde Golden Shield, rappelle les mots de Smith, le forgeron numéro 1 mondial, que tout dans le jeu est décidé par art, et que l'IA, si elle est impressionnée par les actions d'un joueur, leur accorde une profession, une compétence ou un titre approprié. Ron conclut que pour que le maître de l'atelier de Yin soit capable de fabriquer des artefacts de ce niveau, il doit détenir un titre de classe légendaire, tout comme Smith. De retour à Yinsu, il est stupéfait lorsqu'il voit que le prix final de l'enchère pour son arc est de 2050 pièces d'or, soit l'équivalent de 2,1 millions, un montant au-delà de l'imagination pour une arme dans le jeu. Il remarque également que son nombre de followers a grimpé à 3200, et il est tellement inondé d'invitations de guildes et de demandes d'artisanat qu'il ne peut même pas toutes les vérifier. Yinsu sent qu'il est prêt à partir et fixe sa destination, la terre sainte des forgerons, la tour des forgerons. Il voyage à travers les paysages pittoresques jusqu'à ce qu'il atteigne la structure imposante et est émerveillé par sa magnificence de près. Mais il trouve l'entrée scellée par un sceau magique lié par des chaînes et se demande comment entrer. Un message système apparaît, expliquant qu'il s'agit de la tour du fabricant d'épées et que, pour devenir forgeron, il doit briser le sceau avec une épée forgée dans l'atelier de magie. Yinsu examine le sceau et se rend compte qu'il est fait de roches basaltiques volcaniques. Il trouve l'entrée de l'atelier de magie à proximité et y entre pour commencer la formation requise pour le test. Dans l'atelier de magie, Yinsu apprend les règles. Les matériaux et les outils sont fournis en quantités infinies. Le temps de production est considérablement réduit, mais les épées fabriquées ici ne peuvent être utilisées que pour le test. Yinsu pense au test, qui consiste à briser un seau de pierre avec une épée, et en conclut que le test se concentre uniquement sur sa capacité d'artisanat, en particulier la fabrication d'une épée capable de couper la pierre. Ailleurs dans la tour, Digne, le maître de la tour des fabricants d'épées, est assis en marmonnant avec colère à propos d'imbéciles sans valeur. Il se plaint que tous ceux qui viennent ne demandent qu'à gagner de l'argent rapidement et qu'ils ne sont intéressés qu'à produire des déchets en utilisant des compétences et à les vendre sans aucun respect pour le vrai travail dans l'atelier. Digne déclare tristement que le vrai chemin du forgeron est mort et que tout le monde ne cherche plus que l'or. En raison de son désespoir, il permet à quiconque veut simplement le titre de forgeron de passer un test simple, sachant que leurs efforts superficiels ne leur permettront jamais de briser le vrai sceau. Au mieux, ils pourraient le gratter un peu. Alors que Ding considère la tâche comme impossible, Yinsu décide de fabriquer une épée de Damas. Le système lui conseille que ce type d'épée n'est fabriqué que par des forgerons professionnels et recommande de commencer par un simple poignard en fer. Mais Yinsu insiste pour essayer, croyant que tant qu'il connaît la méthode et qu'il dispose de matériaux illimités,
il peut au moins essayer. Il se souvient des paroles de son père selon lesquelles une épée peut couper la pierre et qui lui transmettrait une méthode de forge spéciale qu'il a lui-même développée. Inspiré par les enseignements de son père, il se sent confiant dans sa capacité à accomplir la tâche. Yintsu s'enthousiasme en voyant les possibilités qui s'offrent à lui, des installations et des équipements de fonte parfaits, une réserve illimitée de minerais et un temps de production réduit. Il décrit le jeu comme fou et commence à travailler avec un enthousiasme et une passion inégalés. Pendant ce temps, Ding est soudainement réveillé de son sommeil par une violente vibration, et il s'interroge sur la source de ce tremblement. Il se rend compte que toute la tour tremble à cause de quelqu'un qui martèle avec une force immense. Ding se précipite pour voir ce qui se passe et est choqué lorsqu'il voit la pierre scellée, qu'il pensait incassable, a été fendue en deux. Ding reste sans voix en voyant Yintsu traverser calmement l'entrée ouverte. Dans un moment de crainte, Ding déclare que le dieu de la forge est finalement apparu. Yintsu s'approche de lui et lui demande simplement s'il a réussi le test. Ding répond qu'il mesure généralement la capacité par la marque que l'épée laisse sur la pierre. Mais comme Yintsu a complètement détruit la pierre, ils n'ont rien pu mesurer. Alors que Yintsu se demande si cela signifie un nouvel essai, un cercle magique brillant apparaît sur le sol. Ding précise qu'il ne s'agit pas d'un cercle magique, mais d'un cercle d'invocation. Le maître de la tour, Ding, présente son marteau spécial à Yintsu. Yintsu l'accepte avec confusion et reçoit un message système confirmant qu'il a obtenu le marteau de Ding. Une nouvelle quête de rang SS commence, et Ding lui dit qu'il y a une vraie épreuve qu'il doit maintenant surmonter. Avec ses vœux de succès en tant que dieu de la forge, Yin est soudainement transporté dans un autre endroit. Yintsu se retrouve sur les murs d'un château, confus par le transport soudain et se demandant s'il s'agit d'un nouveau test. Il est surpris par une armée d'orques envahisseurs avançant vers le château. Une quête de rang SS apparaît, lui demandant de vaincre l'armée ORC, ce qui le choque car il ne comprend pas son lien avec une quête de forge. Les soldats sur le mur le voient et applaudissent l'arrivée de renforts du maître forgeron. La condition pour terminer la quête devient claire, atteindre une contribution de 70% parmi 50 guerriers. Hans, le chef de l'escouade de suppression, un guerrier de niveau 48, l'accueille. Hans explique que l'invasion ORC devient de plus en plus féroce et qu'une grande partie de leur équipement a été endommagée, et il demande à Yintsu d'utiliser ses compétences pour le réparer rapidement. Yintsu précise qu'il y a un malentendu. Il n'a pas encore changé de classe pour devenir forgeron et ne possède aucune compétence. Hans demande avec stupéfaction à propos du marteau qu'il tient, et Yintsu explique avec confusion qu'il l'a reçu dans le cadre d'un test de changement de classe et qu'il a été envoyé ici pour un test supplémentaire. Lorsqu'on lui a posé des questions sur son expérience de combat, il admet qu'il est encore un débutant complet dans le combat. Les soldats sont déçus. Ils s'attendaient à un soutien, mais ont obtenu un débutant qui a besoin de protection. Hans ordonne à Yintsu de rester dans la tour de guet pour sa propre sécurité jusqu'à leur retour. Soudain, un ORC a lancé une énorme hache vers Hans. Yintsu s'est rapidement précipité vers Hans et apparaît la hache avec une facilité surprenante. Il demande ensuite à Hans s'il peut rejoindre le combat malgré son statut de débutant. Yintsu se rend compte que c'est le vrai test, tandis que Hans le regarde avec confusion. Il est convaincu que s'il se bat comme il l'a fait contre les gobelins, tout ira bien. Hans accepte et lui dit de suivre l'escouade de Ben. Hans se lance dans la bataille, prenant les devants. Immédiatement, Yintsu ressent l'immense pression d'une vraie bataille, qui est complètement différente des combats contre les gobelins. Malgré cela, il est convaincu qu'il ne perdra pas. Yintsu engage les orques avec compétence, réussit à vaincre un ORC de niveau 10, et son niveau monte à 2, réalisant que son mois d'entraînement n'a pas été vain. Ben le regarde avec incrédulité, étonné de la force d'un joueur qui n'a pas de classe. Dans le feu de l'action, le soldat Ben se retrouve en danger imminent. Yintsu remarque la situation et change immédiatement son arme pour son arc coréen. Il tire une flèche puissante et lumineuse qui traverse le champ de bataille et frappe l'ORC dans la poitrine, sauvant la vie de Ben au dernier moment, mais un autre ORC apparaît soudainement derrière lui. Yintsu parvient à le frapper habilement également, et le niveau de Yintsu augmente plusieurs fois en conséquence. Les soldats sont stupéfaits, se demandant comment une seule flèche a pu abattre un ORC aussi massif. Hans crie à Ben de le sortir de son état de choc, l'avertissant que les orques visent maintenant Yintsu et l'attaquent. Ben se sent extrêmement coupable, réalisant que Yintsu a des ennuis à cause de lui et se reproche d'avoir perdu sa concentration dans la bataille. Yintsu, maintenant encerclé, revient à son épée de jour et déclenche la compétence rampage. La compétence attaque aléatoirement tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres, entraînant la mort de nombreux orques. Le niveau de Yintsu augmente à nouveau, et sa contribution à la mission atteint 19%. La joie submerge le chef d'escouade Hans, qui se rend compte que l'ancien maître avait une bonne raison d'envoyer Yintsu. Hans sent qu'avec Yintsu à leur côté, ils peuvent réaliser ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Hans regarda Yintsu avec une admiration sincère, louant son intelligence et la force dont il faisait preuve. Avec enthousiasme, Hans crie à ses soldats, déclarant qu'aujourd'hui, avec Yintsu, ils anéantiront les forces orques. Yintsu se sent comme un membre à part entière de l'escouade lorsque le système annonce que sa performance a remonté le moral des soldats. Yintsu continue de se battre, et sa contribution passe à 28.
Mais il se demande pourquoi son pourcentage de contribution n'augmente pas aussi vite qu'il s'y attendait, même s'il tue des orques plus vite que quiconque. À ce moment-là, une quête cachée est activée. Un nouveau chapitre sans précédent commence avec l'arrivée d'un ennemi redoutable. Un guerrier ORC de niveau 51 apparaît, et Hans crie à tout le monde d'arrêter. Hans reconnaît l'ennemi en disant que celui que nous n'avons jamais pu vaincre est finalement apparu. Il est leur ennemi juré, et la panique se répand parmi les soldats. Hans réalise qu'il a fait une grave erreur. Il s'avance trop dans le combat et se retrouve piégé. Malgré la gravité de la situation, ses soldats déclarent qu'ils sont prêts à se battre jusqu'à la fin. Ben est d'accord avec eux, criant qu'ils ne reculeront jamais, et Hans leur ordonne d'attaquer car ils ne peuvent pas continuer la bataille comme ça éternellement. Yinso remarque que les soldats ont perdu leur sang-froid et se précipite imprudemment. Il essaie de les couvrir avec son arc, mais il est choqué quand ses flèches rebondissent sur l'armure du guerrier ORC, réalisant qu'elles ne peuvent pas pénétrer ses défenses. Bien que l'arc de Yinsu ait des options qui augmentent sa pénétration et sa précision, il découvre que la peau du guerrier ORC est comme une armure résistante, rendant impossible l'attaque avec l'arc seul. Le désespoir se répand parmi les soldats, et l'un d'eux se demande s'ils devraient encore reculer, mais Hans crie qu'ils ne peuvent plus reculer. Le guerrier ORC charge et coupe facilement la main de Hans. Hans réalisa que l'ORC était difficile à vaincre avec sa force actuelle. Yinsu vit Hans tomber au sol couvert de sang. Yinsu crie le nom du chef, Hans, pour essayer de l'alerter. La peur se répand parmi les soldats alors qu'ils entendent le rugissement de l'ORC. Un soldat crie de désespoir qu'il ne peut pas percer leur armure quoi qu'il fasse, et un autre sent qu'ils vont tous être anéantis. À ce moment, Yinso prend les devants, criant aux soldats que continuer à se battre de cette façon ne fera qu'entraîner davantage de pertes, et leur ordonne de former une ligne défensive. Il leur ordonne de se retirer rapidement dans la forêt derrière eux, les assurant qu'il les rejoindra bientôt. Les soldats obéissent à ses ordres, donnant la priorité au transport de leur chef blessé en sécurité et se regroupant, et Ben leur ordonne de former une ligne défensive. Ben dit à Yinso que cette tactique ne leur fera gagner qu'un peu de temps, ce à quoi Yinso répond qu'il n'a besoin que de 5 minutes. Ben accepte avec confiance, jurant qu'ils tiendront le coup quel qu'en soit le prix. Yinso s'enfonce profondément dans la forêt, se demandant si l'idée que les flèches ne peuvent pas pénétrer une armure solide est vraie, et répond par la négative. Il sort le marteau de réplication de Digne, un outil épique capable de dupliquer les consommables et de raccourcir le temps de fabrication, et réalise que son plan est possible. Pendant ce temps, les soldats se battent désespérément pour repousser l'attaque des orques dans la forêt. Ben murmura pour lui-même, affirmant qu'il devait tenir le coup quoi qu'il arrive, essayant de tenir pendant les 5 minutes que Yinsu avait demandé. Ben a dit que tout ce qu'ils avaient à faire était de tenir le coup, mais l'armée ORC avançait sur eux sans relâche. Cependant, Ben insista sur le fait qu'il n'abandonnerait pas et qu'il ne reculerait jamais. Juste au moment où Ben est sur le point de mourir aux mains du guerrier ORC, un projectile mystérieux vole soudainement vers l'ORC et le tue, sauvant Ben, qui se demande avec confusion ce qui s'est passé. D'autres projectiles volent entre les arbres, frappant les orques avec précision, et il est révélé que c'est Yinsu qui les fabrique et les tire de sa cachette. Le guerrier ORC rugit de colère face à cette nouvelle tactique inattendue. Le guerrier ORC rugit de colère alors que Yinsu prépare ses armes. Les soldats regardent avec anxiété, fondant leurs espoirs sur Yinsu. Yinsu a fabriqué des flèches spéciales appelées pienjons, qui sont d'un type rare et ont une puissance de pénétration et une vitesse considérablement améliorée, capables même de briser des roches. Il les a fabriquées à l'aide d'un guide en bambou appelé Tonga et a répliqué les flèches courtes et giselles à l'aide du marteau de Digne. En combinant ces flèches avec son arc Gagbung, un effet d'ensemble est activé qui augmente sa puissance d'attaque et sa capacité de pénétration. Les orques continuent leur féroce assaut, et les soldats se battent vaillamment pour tenter de créer une ouverture pour que Yinsu puisse attaquer. Yinsu saisit l'opportunité et tire sa flèche spéciale, qui frappe directement le casque du guerrier ORC. Yinsu sait que la puissance de pénétration de ce type de flèche équivaut à celle d'un coup de fusil. La flèche perce l'armure épaisse et tue le guerrier ORC d'un seul coup décisif. Le niveau de Yin augmente immédiatement de 3. Yinso gagne le titre de tueur d'orques, ce qui augmente sa puissance d'attaque contre eux et leur fait ressentir de la peur envers lui. La terreur se répand parmi les orques restants, et ils commencent à fuir alors que les soldats crient de les poursuivre. Yinso et les soldats se joignent à la poursuite. Yinso a sauté sur l'un des orques qui a tenté de s'échapper et lui a tiré ses flèches avec une précision mortelle, ne lui laissant aucune place pour s'échapper. Il a frappé l'ORC avec une flèche perçante qui s'est logée directement dans sa tête, et après un court instant, ils ont finalement anéanti les vestiges de l'armée ORC. La bataille terminée, la mission de suppression de l'armée ORC envahissante est terminée. La contribution finale de Yinsu atteint 92%, et le système annonce qu'il a terminé la mission avec un bilan exceptionnel. Les soldats victorieux scandent le nom du maître Yinsu. Yinsu gagne l'entière confiance de l'équipe et reçoit un titre caché, commandant du champ de bataille, qui augmente son charisme de 10 points. Yinsu voit le chef blessé Hans recevoir de l'aide. Hans dit à Yinso avec émotion qu'il s'était toujours tellement concentré sur la défense qu'il n'avait jamais pensé qu'il réaliserait leur souhait de longue date de vaincre les orques. Il le remercie profondément.
Le reste des soldats se joint à lui pour exprimer sa gratitude, et Yinso les remercie en retour. Yinso réalise que son test supplémentaire est enfin terminé. Il pense à retourner à la tour du forgeron, mais se demande ensuite comment y retourner. Alors que Yinso se demande comment revenir, la scène se déplace vers la tour centrale des forgerons où se tient Digne, déclarant d'un ton lugubre que la tour du forgeron est tombée dans un état de déclin. Il explique que toute la gloire et l'honneur sont allés aux chevaliers, alors que seuls ceux qui sont aveuglés par les pièces d'or viennent à leur tour. Digne affirme qu'ils ont besoin de quelqu'un de digne de manier l'épée légendaire qui accomplira la prophétie, quelqu'un qui porte le véritable esprit d'un forgeron. De nombreux candidats n'ont pas réussi à accomplir l'ancienne prophétie du dieu des forgerons, qui prédisait l'apparition d'un successeur qui restaurerait leur gloire et leur prospérité. Il est interrompu par l'un des maîtres de la tour nommé Coulson, qui demande sarcastiquement si parmi tous les maîtres de la tour, le grand Digne est le seul qualifié pour affronter le test de l'épée. Coulson se demande avec mépris si l'élu n'est qu'un canular et pourquoi ils ont tous été convoqués au milieu de leurs horaires chargés juste pour accorder des droits de test à un étrange jeune étranger. Digne rétorque, grondant Coulson et lui demandant s'il n'avait pas lu la lettre qu'il avait envoyée, expliquant que Yinsu avait mérité ce droit après avoir réussi le test qu'ils avaient fixé. Digne ajoute que Yinsu, bien qu'il n'ait pas encore changé de classe, a fait preuve d'une compétence incroyable dans la forge, la direction des soldats et l'anéantissement des guerriers orques. Les autres sont choqués en entendant le mot anéantissement, ne croyant pas que quelqu'un qui n'a même pas changé de classe puisse faire cela. Digne poursuit son explication, déclarant que ce test a été conçu sur la base de la prophétie qui dit que le successeur du dieu des forgerons doit être plus fort que quiconque. Pour cette raison, la réponse finale sera fournie par cette épée elle-même. Digne leur assure qu'ils verront bientôt la vérité. À ce moment, un garde annonce l'arrivée du seigneur Yinsu dans la salle, et Digne lui ordonne de le faire entrer. Les portes massives s'ouvrent et Yinsu entre dans la salle majestueuse. Digne l'accueille, annonçant qu'il a réussi le test et qu'il a gagné le droit d'entrer dans le sanctuaire sacré des forgerons. Il ajoute qu'il est désormais également éligible pour défier la prophétie de l'épée laissée par le dieu des forgerons. Digne lui dit que tout sera décidé au moment où il tiendra l'épée, après quoi il recevra une récompense appropriée. Yinso pense à l'expression récompense appropriée et se souvient qu'il a terminé une mission de rang SS supplémentaire lors de son test de changement de classe, se demandant si la récompense est d'obtenir une classe légendaire. Coulson s'avance pour le féliciter de se tenir dans ce lieu glorieux et loue sa performance impressionnante et sa rapidité de pensée dont il a fait preuve à ce moment critique. Mais il ajoute d'un ton condescendant que la flèche que Yinso a fabriquée n'était qu'une réplique d'une arme appelée Solnarian et que ce n'était qu'une question de chance. Coulson affirme que sans l'arc épique qu'il possédait, il n'aurait jamais été capable de réussir le test. Il met ensuite Yinso au défi avec un sourire narquois de tirer l'épée pour voir si la chance sera de son côté à nouveau. Yinso regarde les maîtres assemblés de la tour du forgeron, réalisant que ce sont des PNJ de grande classe et que chacun d'eux a construit les légendes d'Arès. Il voit que Coulson, le maître de l'arc Blacksmith Tower, a un niveau formidable de 365, et tout le monde dans la salle possède des titres et des niveaux qui inspirent la crainte en tant que forgeron. Bien qu'il soit certainement impressionnant, Yin ne pense pas que ses compétences soient inférieures aux leurs. Il se demande que s'il rivalisait sur la pure compétence sans se fier au titre, il pourrait gagner. Alors que Yin s'approche de l'épée légendaire, elle brille soudainement d'une immense puissance, libérant une vague d'énergie qui choque Digne, Coulson et tous les présents. L'épée brille d'une puissance immense et explose dans un éclair de lumière éblouissante qui engloutit toute la salle. Yinso se demande avec choc ce qui se passe, alors qu'il est entouré par cette énergie lumineuse. Lorsque la lumière se dissipe, Yinso se retrouve au même endroit, mais il se demande avec confusion où est l'épée, qui a complètement disparu. À ce moment, Digne réalise ce qui s'est passé et s'exclame que c'est ainsi que la prophétie s'accomplit. Digne rit fort, réalisant qu'ils avaient inventé des rituels et des procédures tout ce temps et que le véritable successeur n'avait même pas besoin de toucher l'épée pour prouver sa valeur. De l'autre côté, Coulson maudit la situation avec une colère intense, incapable d'accepter ce qui s'est passé. Un message système apparaît, félicitant Yin DSU et annonçant l'apparition de la première classe de dieu dans le monde d'art. La colère de Coulson s'attise alors qu'il se demande comment ce novice a pu recevoir un tel honneur. Le message système confirme que Yinsu est passé à la classe de dieu de la forge, laissant Yinsu et Digne dans un état de choc. Car ce n'est pas seulement une classe de dieu, mais la première de son genre dans tout le jeu. Yinsu gagne un titre unique de rang SSS, dieu de la forge, qui lui accorde des capacités exceptionnelles. Il n'est plus limité par le niveau de matériaux lors de la fabrication, et son expérience augmente automatiquement en fonction du type d'objet fabriqué. Plus important encore, la prophétie confirme qu'en tant que forgeron, il deviendra plus fort que quiconque. Une nouvelle quête de classe, l'épreuve de l'épée, apparaît également, qui commencera lorsqu'il atteindra le niveau Saint. Les autres maîtres de la tour murmurent entre eux que l'épée a choisi l'étranger et que la prophétie du successeur du dieu des forgerons s'est accomplie, mais Coulson crie qu'il ne pourra jamais accepter cela. Coulson soutient que, en tant que maître de la tour, ont attendu longtemps le grand successeur qui recevra la révélation du dieu des forgerons et qu'ils ne peuvent pas conclure que le choix de l'épée est la volonté du dieu lui-même.
Dean lui crie d'arrêter, affirmant que la prophétie est absolue. Coulson répond que ce qui se passe est une farce et leur rappelle que la prophétie dit aussi que le successeur doit avoir la reconnaissance de tous les maîtres de la tour. En conséquence, en tant que maître de la tour de la forge à l'arc, Coulson défie officiellement Yinsu à un duel de forgerons. Coulson expose clairement ses conditions. Si Yinsu le bête dans ce duel, il le reconnaîtra comme le successeur. Mais si Coulson gagne, Yinsu doit renoncer à la position que l'épée de la prophétie a choisie pour lui. Dean se met en colère contre Coulson pour avoir perdu la raison et ordonne aux autres de le maîtriser immédiatement. Coulson regarde ses collègues avec dédain, puis dit sarcastiquement à Yinsu qu'il peut s'enfuir s'il le souhaite. Dans ce cas, il lui accordera le poste de maître adjoint de la tour à condition qu'il reçoive docilement sa formation. Coulson rit avec insolence, mais Yinsu répond calmement et avec assurance qu'il accepte son défi. À ce moment, une compétence secrète des forgerons se manifeste, qui est qu'ils parlent à travers leur art. Yinsu acquiert la capacité d'utiliser la fabrication divine personnalisée. Une nouvelle quête de rang s'intitulée Duel des forgerons apparaît avec l'objectif de gagner le duel contre Coulson. Coulson explique que leur façon de se battre en duel est différente de celle des chevaliers. C'est un affrontement entre deux œuvres forgées avec l'âme de leur créateur dans la fonderie. La règle est simple. Les deux épées qu'ils fabriquent entreront en collision, et celle qui se brisera en premier, son propriétaire perd. Coulson lui dit que le meilleur atelier de forge a été installé à l'intérieur de la salle. Et puisque Yinsu a maintenant acquis des compétences en forge, une journée devrait lui suffire pour fabriquer son arme. Coulson ajoute sarcastiquement que si Yinsu est vraiment le dieu de la forge, alors il le verra demain. Après le départ de Coulson, Dean avertit Yinsu qu'il a accepté le duel trop imprudemment, expliquant que Coulson est l'un des maîtres les plus qualifiés de la tour. Yinsu est d'accord, admettant que s'il était encore dans sa profession précédente, cela aurait été une bataille perdue d'avance. Dans le monde du jeu art, des compétences et des améliorations étonnantes sont accordées en fonction du niveau et des titres. Et de plus, chacun des maîtres de la tour possède des capacités spéciales uniques. Mais Yinsu réalise que lorsque sa classe est passée à une classe de dieu, ces différences ont disparu. Maintenant, la seule différence réelle découle de la compétence pure, grâce à la nouvelle compétence qu'il a acquise. Yinsu avait obtenu une compétence active de rang divin appelée fabrication divine personnalisée, qui lui permet de créer un artefact entièrement personnalisé et de lui accorder l'effet qu'il désire, la difficulté de fabrication augmentant à mesure que le niveau des effets souhaités augmente. Pendant ce temps, dans son atelier, Coulson se souvient de son passé. Il se souvient qu'il était un forgeron qui fabriquait des épées et qu'il était l'héritier légitime du commerce de la fabrication d'épées que sa famille s'était transmis de génération en génération. Mais ensuite, quelqu'un de beaucoup plus qualifié que lui est apparu, et au lieu de devenir un fabricant d'épées, il a été forcé de devenir le maître de la tour de l'arc. C'était amer, mais il a choisi de l'accepter pour servir le grand Digne. Mais il ne peut jamais tolérer que Dean fasse sortir un étranger de nulle part et le place au-dessus de lui. Coulson déverse toute sa colère et son ressentiment dans le marteau pendant qu'il travaille, ce qui entraîne une explosion massive de feu dans la fonderie. Dans l'atelier de Yinsu, Dean le regarde travailler sur son épée. Dean pense que le processus d'attribution de capacités et d'effets aux artefacts suit une loi fondamentale de profit et de perte. Pour obtenir un avantage dans ce duel, il doit privilégier la durabilité et maximiser l'attribut de briseur d'armes. Cela signifie que pour obtenir la capacité qu'il souhaite, il doit fabriquer l'épée avec le plus haut niveau possible. Mais il note avec confusion que la durabilité et les attributs de l'épée de Yinsu semblent être seulement de niveau rare. Yinsu termine de fabriquer son épée, qui brille d'une lumière vive, ce qui fait que Dean s'interroge avec émerveillement sur les véritables pensées et capacités du dieu de la forge. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour regarder le duel. Coulson sourit sarcastiquement, supposant que Yinsu a réussi à faire quelque chose parce qu'il ne s'est pas enfui. Il lui demande de lui montrer s'il mérite vraiment d'être appelé le successeur des dieux. Coulson présente son épée en premier, révélant le chevalier noir de Coulson, une épée unique avec une durabilité de 12 000 et une puissance d'attaque de 664, en plus de capacités spéciales qui augmentent sa durabilité de 35% et lui confèrent la compétence latente de briseur d'armes. Dean et le reste des participants admirent la compétence exceptionnelle de Coulson et la façon dont il a réussi à créer une épée aussi unique et impeccable du jour au lendemain. Coulson se vante que son épée est un magnifique chef-d'œuvre, imprégné des traditions et des techniques secrètes de sa famille, puis exige que Yinsu lui montre son épée. Yinsu révèle son épée, ce qui choque Coulson et Dean. C'était la première épée personnalisée de Yin de niveau rare avec une durabilité de seulement 1000 et une puissance d'attaque de 177. L'un des maîtres de la tour regarde avec mépris, considérant l'épée de Yinsu comme ridicule et pense que Coulson avait peut-être raison après tout. Coulson sourit triomphalement, croyant que Dean a fait une grave erreur cette fois et qu'il perd son temps avec un scélérat et son jeu pathétique. Coulson crie que cela va se terminer ici et se précipite vers Yinsu pour que les épées s'affrontent. Yinsu tient bon face à l'attaque féroce, et les sons de métal qui s'entrechoquent résonnent dans la salle. Soudain, un bruit de fracas se fait entendre et Dean, ainsi que le reste des spectateurs, regardent avec un choc complet. L'épée unique de Coulson, le chevalier noir,
s'est brisé en morceaux et s'est éparpillé sur le sol. Coulson reste sans voix, incapable de comprendre comment cela s'est produit. Yinsu lui dit calmement que la valeur d'une épée n'est pas déterminée par son seul niveau. Les détails de l'épée de Yinsu apparaissent à nouveau, révélant sa capacité active spéciale, une épée qui coupe les épées, ce qui lui donne 65% de chance de couper l'arme de l'adversaire. C'était une épée unique non réparable conçue pour être détruite lorsque sa durabilité était épuisée. À ce moment, Ding se souvient des paroles de son père, qui lui avait dit que le dieu de la forge apparaîtrait un jour dans ce pays, quelqu'un qui briserait leurs concepts traditionnels et les guiderait avec de nouveaux enseignements et que tout le monde aurait la chance de le rencontrer. Ding se souvient comment un jeune Coulson avait demandé avec empressement à son père s'il pouvait lui aussi recevoir ses enseignements s'il devenait un grand forgeron. La scène revient au passé récent dans l'atelier où Yinsu a expliqué à Ding que le simple fait de briser des épées ne convaincrait pas les maîtres de la tour, c'est pourquoi il a décidé de fabriquer une épée qui coupe les épées. Ding s'était demandé à l'époque si c'était vraiment possible, admettant que ce n'était jamais une tâche facile. Yinsu avait répondu que la création d'un artefact avec les propriétés souhaitées se résume toujours à la compétence et à la sueur du forgeron. Maintenant, Ding réalise la vérité. C'était un choix audacieux qui défiait le bon sens, soutenu par la connaissance et la capacité de transformer une telle vision en réalité. Il en conclut que Yinsu possède toutes ces qualités. Coulson, stupéfait, regarde son épée brisée et murmure le nom du dieu de la forge, se demandant s'il pourrait un jour fabriquer une telle épée. Yin le regarde avec un sourire calme et lui dit que pour lui, le mot impossible n'existe pas. Coulson tombe à genoux, admettant sa défaite. Yinsu déclare à Coulson qu'il se tient maintenant devant le dieu de la forge, et une fenêtre apparaît annonçant que la quête du forgeron est terminée avec succès. Alors que la tour se dresse au loin, les maîtres de la tour s'approchent de Yinsu et lui demandent d'accepter sa récompense. Il lui présente une boîte contenant 500 pièces d'or, ainsi qu'un parchemin contenant une recette pour fabriquer un arc légendaire, l'un des 10 trésors de la tour des forgerons. Coulson admet que c'est une recette d'arc qu'il ne pourrait jamais compléter lui-même et que la donner à quelqu'un qui est sur le point de devenir un être puissant est sa juste utilisation. Ding dit à Yinsu que maintenant que le dieu de la forge est enfin apparu, ils vont s'efforcer de nouveau et lui demandent de viser le sommet du pouvoir. Il l'encourage à explorer un monde plus vaste, déclarant que la croissance du dieu commence maintenant. La scène se déplace dans le monde réel où Yinsu fête ça avec son ami Ji-hoon. Ji-hoon exprime sa joie et sa surprise de boire de la bière aux frais de Yinsu et le félicite avec enthousiasme d'avoir obtenu une classe de rang divin, la qualifiant de folle. Ji-hoon lui dit qu'il lui a recommandé le jeu parce que c'était dommage de gaspiller son talent, mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait aussi doué pour jouer. Il ajoute qu'après toutes les souffrances que Yinsu a endurées dans l'atelier du forgeron, il voit enfin la lumière. Ji-hoon demande quelle différence la classe divine fait, et Yinsu répond qu'il ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de radicalement différent pour le moment. Yinsu précise que, plus important encore, il doit payer la facture d'hôpital de son père demain, et que dans l'intervalle, 10 millions won supplémentaires ont été ajoutés au coût de traitement. Ji-hoon lui dit qu'il s'est renseigné sur le nouveau médicament de son père. Mais comme il n'est pas couvert par l'assurance, son coût est d'au moins 20 millions wons. De plus, Ji-hoon lui rappelle les coûts des propres traitements contre les brûlures de Yinsu. Ji-hoon conclut que le simple fait d'avoir la classe ne suffira pas à gagner de l'argent. Il y a une limite physique au nombre d'artefacts qu'il peut fabriquer et vendre. Il explique qu'essentiellement, il doit monter de niveau et gagner en notoriété alors que la croissance du dieu commence maintenant. Il lui conseille de nouer des relations avec la personne la plus célèbre d'Arès, car de cette façon, il peut obtenir des récompenses beaucoup plus importantes et des objets rares, même lors de quêtes du même niveau, puis l'utiliser comme base pour fabriquer à nouveau des artefacts de haut niveau. Yinsu pense à l'idée de nouer des relations avec la personne la plus célèbre du jeu, et Ji-hoon lui dit avec enthousiasme qu'il a une idée et lui demande d'attendre un peu. Ji-hoon annonce joyeusement que son grand frère accomplira les meilleures réalisations et l'aidera à progresser. Yinsu se moque de lui et lui demande juste d'essayer de ne pas se faire virer de son travail. Ji-hoon montre à son ami des nouvelles de la communauté d'utilisateurs d'Arès où tout le monde parle de la façon dont le joueur, Lore, qui est toujours classé 21e, a finalement atteint une classe légendaire. Mais Ji-hoon précise que ce n'est pas la partie vraiment incroyable. Le plus étonnant, c'est que Lord a réussi à vaincre le roi de l'épée Barad, ce que personne n'avait jamais fait auparavant, car personne n'avait jamais réussi à le frapper. Les joueurs se demandent comment Lord a réussi cet exploit. Pendant ce temps, Yinsu pense aux frais d'hospitalisation de 30 millions de wons par mois et qu'il doit payer les factures en souffrance aujourd'hui. Il se rend compte que même s'il combine les récompenses de quête et les bénéfices des enchères, le montant ne sera pas suffisant et il ne peut pas laisser le traitement de son père s'arrêter. À ce moment-là, Yinsu reçoit une notification sur son téléphone indiquant qu'une épée qu'il a fabriquée a été vendue pour 53 310 pièces d'or et que l'acheteur est l'or. Yinsu court immédiatement à la réception de l'hôpital et dit à la réceptionniste qu'il aimerait payer immédiatement toutes les factures médicales en souffrance aujourd'hui. Yinsu décide fermement qu'il ne peut plus jamais arrêter de jouer à art maintenant. Dans le jeu, il reçoit un message de Lore le remerciant chaleureusement. Lore explique que grâce à l'épée de Yinsu,
il a pu réaliser son souhait de réussir le test de Barad et ajoute que si l'on comprenait la vraie valeur de l'épée qu'il a fabriquée, on se rendrait compte que les 50 millions de wons qu'il a payés ne sont pas du tout une grosse somme. Le message de Lord explique que l'épée de Yinsu a réussi à couper l'épée du roi de l'épée lui-même et à créer une ouverture, ce qui a clairement surpris le roi. Lord continue son message en disant à Maître Ayan que le roi du royaume Goyard, le roi de l'épée Barad, l'attend. Yinsu lit avec confusion que le roi veut qu'il lui fabrique une épée, et Lord l'exhorte à aller le rencontrer. Yinsu se rend compte que cette opportunité pourrait résoudre tous ses problèmes, des factures d'hôpital de son père aux nouveaux médicaments. Il décide fermement qu'il doit aller à la rencontre de Barad et qu'il retrouvera également son atelier perdu en chemin. Ailleurs, un homme élégant apparaît. Il visite un vieil atelier de forgeron à cette époque moderne, disant qu'il ne reste qu'un mois à leur promesse. De retour à Yinsu, il parle à son ami Ji-hoon au téléphone, qui lui dit sous le choc qu'il ne peut pas rencontrer Barad. Ji-hoon se moque de l'idée que le simple fait d'obtenir une classe de rang divin est tout, se demandant comment un débutant de niveau 10 peut rencontrer un roi. Il explique que pour rencontrer un PNJ de haut niveau, le niveau et la renommée du joueur doivent être également élevés, et que pour rencontrer Barad, il doit être au moins de niveau 200. Mais Ji-hoon le rassure en lui disant que ce n'est pas impossible et lui parle du tournoi d'arts martiaux Goyard. Il explique qu'il s'agit d'un événement organisé chaque année dans le royaume Goyard avec des restrictions de niveau allant de 50 à 60. Il ajoute que le roi Barad est toujours à la recherche d'individus talentueux ayant un potentiel de croissance, c'est pourquoi il organise le tournoi pour les étrangers chaque année. Il confirme que le tournoi doit avoir lieu prochainement et que le gagnant reçoit l'argent du prix directement de Barad lui-même. Ji-hoon conclut en disant que c'est le seul moyen si Yinsu veut rencontrer Barad immédiatement. Yinsu voyage en calèche vers sa prochaine destination. Sur les conseils de Digne, il se dirige vers la région du château. Digne lui avait dit que cet endroit est à la frontière des royaumes de Prime et de Goyard, où une guerre quotidienne avec les morts-vivants fait rage et qu'ils auraient plus besoin de ses capacités que quiconque. La région du château est une zone de bataille régionale où il repousse l'invasion de monstres morts-vivants. Selon Digne, cet endroit est le plus rapide pour monter de niveau. Yinsu est déterminé à accomplir la prochaine mission quoi qu'il arrive. En arrivant dans la région du château, il est accueilli par le centurion Randé, qui lui demande s'il fait partie des renforts de la capitale. Le commandant lui dit que son timing est parfait et qu'ils ont désespérément besoin de tout ce qu'ils peuvent obtenir en ce moment. Le commandant explique que le nombre de morts-vivants envahisseurs augmente constamment. Yinsu demande s'il en connaît la raison, et le commandant répond par l'affirmative. Il explique que lorsque la sainte cloche Ramazi sonnait dans la région du château, les morts-vivants envahisseurs étaient affaiblis, ce qui les rendait plus faciles à exterminer. Jusqu'à présent, le son de la cloche avait empêché les morts-vivants distants de s'approcher. Mais il y a peu de temps, la cloche a été brisée en morceaux. Le commandant ajoute qu'ils ont été pris par surprise et qu'ils fortifiaient leur défense, mais l'ennemi a commencé à le sentir et s'approche lentement. Yinsu demande au commandant Randé si la cloche ne peut pas être réparée. Randé se rend soudain compte de l'identité de Yinsu et lui demande avec empressement s'il est venu au nom de Maître Digne, ce à quoi Yinsu confirme qu'il a bien été envoyé par Digne, le maître de la tour des fabricants d'épées. Randé réprimande Yinsu pour ne pas lui avoir dit plus tôt, déclarant qu'il l'attendait, et l'emmène rapidement voir le capitaine. Yinsu rencontre le capitaine des chevaliers du château, Karl, qui demande si le grand Digne lui-même l'a envoyé. Randé le confirme, expliquant que Yinsu souhaite voir la cloche de Rama en personne. Le capitaine Karl les informe que Digne a déjà jugé la cloche irréparable. Il explique que le seigneur a déjà fait plusieurs tentatives secrètes pour la restaurer, mais tous les experts ont dit la même chose. La cloche brisée de Rama est marquée comme un artefact irréparable. Il ajoute qu'il reste encore une personne au château qui cherche un moyen de la réparer, mais c'est en vain. Randé se souvient que cette personne était de niveau 290, et pourtant cela s'est avéré impossible. Le capitaine Karl interroge Yinsu sur sa capacité et demande des informations sur son niveau. Yinsu répond qu'il est actuellement de niveau 13, ce qui choque énormément Randé. Le capitaine dit à Yinsu qu'il ne souhaite pas le blâmer, lui qui est venu les aider. Mais à son niveau, il serait sage de trouver un endroit où il peut vraiment contribuer. Le capitaine explique que la région du château est au bord de l'anéantissement. Et quand l'armée principale des morts-vivants commencera à avancer, ce sera leur fin. Le capitaine affirme qu'il est de son devoir de protéger le seigneur et le peuple jusqu'au bout, et qu'il doit faire son devoir. À ce moment, un soldat fait irruption, criant que les morts-vivants attaquent le muret. Ce sont des ghouls, et un essaim massif d'entre elles se précipite vers eux. Il semble que le niveau de la goule soit de 41. Le capitaine ordonne à ses hommes que la situation est critique, et ils doivent tenir les portes à tout prix. Il ordonne ensuite à Randé de le suivre et dit à Yinsu que tout ce dont ils ont parlé doit rester secret. Yinsu pense que si c'est comme la guerre des orques, il peut gérer la situation alors qu'une nouvelle quête de guerre régionale commence, lui demandant de repousser les ghouls envahissantes et de défendre les portes. Des hordes de ghouls se précipitent vers les murs. Les soldats se battent avec acharnement, et Randé explique que les monstres morts-vivants sont difficiles à tuer sans armes imprégnées de pouvoir sacré, ils doivent donc frapper le même endroit à plusieurs reprises. Randé regarde avec étonnement Yinsu abattre une goule avec une seule flèche dans la tête.
Bien qu'il ne possède aucun pouvoir sacré, Yinso utilise la compétence de flèche volante, qui perce des rangées de ghouls avec une seule frappe puissante. La flèche a jailli avec force, perçant les corps des ghouls les uns après les autres. Les soldats applaudissent avec enthousiasme, tandis que Randé déclare qu'il les abattra tous, peu importe leur nombre. Yinso se dit que ce n'est pas aussi grave qu'il le pensait, et que si les choses continuent ainsi, ils réussiront à terminer la mission. Un message du système annonce le début d'une nouvelle histoire. Soudain, une nouvelle menace apparaît, et une quête nécessitant la défaite d'une goule de siège géante apparaît. Les soldats hurlent de terreur à l'apparition de la goule géante et réalisent qu'ils doivent appeler le capitaine immédiatement, mais un autre soldat explique que le capitaine Karl est occupé à défendre la porte et n'a pas de force supplémentaire à offrir. Alors que le danger approche, Randé craint que le mur ne tombe. Yinso annonce qu'il va attirer l'attention du monstre pendant un moment et saute du mur. Les soldats crient d'alarme, l'avertissant qu'il est trop dangereux d'être seul. En bas, Yinso affronte la goule géante, esquivant habilement ses attaques et portant des contre-coups. Yinso réussit à attirer l'attention de la bête massive, et Yinso pense qu'une fois qu'il l'aura abattue, les choses se passeront bien. Il continue d'esquiver les attaques brutales de la goule et décide qu'il doit d'abord l'éloigner le plus possible du mur. Il se demande s'il a réussi à attirer toute son attention, mais la goule l'attaque soudainement avec une force écrasante. Yinso est surpris par l'immense vitesse de la bête. Pour créer une certaine distance pour lui-même, il change son arme pour son arc et tire une flèche volante tout en glissant sur le sol. La flèche frappe directement la tête de la goule, mais la flèche rebondit sans causer de dégâts, ce qui choque Yinso. La goule riposte par une attaque féroce faisant chuter les points de vie de Yinso en dessous de 10%. Un message du système l'avertit que lorsque ses points de vie atteindront 0%, il sera déconnecté de force. Yinso crie, refusant de laisser cela se terminer ainsi, mais il tombe au sol vaincu. Yinso se met à genoux, s'interrogeant sur l'absurdité du concept de déconnexion forcée. Il se rend compte que s'il ne parvient pas à terminer cet événement, il ne pourra pas participer au tournoi d'arts martiaux de Goyard. Et si cela arrive, les factures d'hôpital de son père, son propre traitement et la restauration de son chemin en tant que forgeron deviendront impossibles. Il refuse de redevenir une personne désespérée, réalisant que ce jeu était sa seule chance de changer sa réalité. Avec détermination, Yinso déclare qu'il ne peut pas abandonner ici quoi qu'il arrive. Il tire une autre flèche qui frappe la goule géante, qui crie de douleur, mais le monstre riposte par une violente attaque sonique, faisant chuter les points de vie de Yinso en dessous de 3%. Malgré ses blessures graves, Yinso crie qu'il n'abandonnera jamais et se prépare à tirer une autre flèche, affirmant que ce n'est pas encore fini. Mais il est horrifié de découvrir que la corde de son arc s'est cassée. La goule saisit l'opportunité et lance une attaque dévastatrice, ramenant les points de vie de Yinso à un seul. Alors qu'il est sur le point d'être vaincu, Yinso refuse d'abandonner de cette façon. En raison de sa persévérance absolue, un message du système apparaît annonçant qu'une condition spéciale a été remplie. Le message explique qu'avec des points de vie inférieurs à 5%, son fort désir et sa volonté ont rempli les conditions du dieu de la forge, lui permettant d'acquérir une nouvelle compétence. Yinso acquiert la compétence de fabrication divine d'urgence grâce à laquelle il doit forger une arme en 20 secondes. Cette arme ne peut être utilisée que pendant 30 secondes. Yinso réalise que c'est sa chance. Le processus de fabrication divine d'urgence commence avec un compte à rebours de 19 secondes. Yinso sait que c'est sa dernière chance de terminer cette mission. Il sélectionne les matériaux et commence à fabriquer l'arme avec une vitesse incroyable alors que le compte à rebours continue. Alors que le chronomètre atteint 0, Yinso finit de fabriquer une toute nouvelle épée et saute à nouveau vers le monstre. Il pousse un cri de guerre, charge vers la goule géante et utilise la compétence de l'épée de la faux de la mort. Pendant un instant, la goule géante s'est figée sur place comme si le temps s'était arrêté autour d'elle, et il la perce avec sa nouvelle épée en un seul coup de grâce. La goule géante tombe vaincue, et Yinso, épuisé, regarde la scène. Il sourit de victoire, réalisant qu'il a réussi. Un message du système annonce qu'il a éliminé la goule géante et a acquis une immense expérience, élevant son niveau à 38. Yinso pense avec soulagement que ce niveau est suffisant pour participer au tournoi. Yinso s'effondre d'épuisement alors que Randé et les soldats se précipitent vers lui en l'appelant par son nom. Yinso se réveille plus tard pour se retrouver dans un lit et entièrement bandé. Il se redresse en se demandant combien de temps s'est écoulé et s'enquiert du sort de la goule. Quand Yinso se réveille, il se retrouve entouré de soldats qui scandent son nom et le traitent de véritable héros. L'un des soldats s'approche et le remercie, expliquant que c'est grâce à lui qu'ils ont pu survivre à nouveau ce jour-là. Le capitaine Karl vient aussi le remercier, lui demandant comment il a fait. Yin répond qu'il ne sait pas comment l'expliquer et se dit que toute explication qu'il donnerait semblerait incroyable. Le capitaine insiste pour qu'il ne soit pas si modeste, affirmant que c'est lui qui a mené la bataille d'aujourd'hui. Yinso réfléchit à sa stratégie. Il a réalisé que les ghouls, comme les fantômes, sont faibles face au pouvoir sacré. Cela lui a rappelé l'épée des 4 symboles, une épée connue pour sa capacité à exercer les mauvais esprits et à conjurer les catastrophes. Grâce à ce que son père lui a appris sur la restauration ce jour-là, il a pu ramener cette épée à la vie.
Yinso se sent reconnaissant que son plan ait fonctionné exactement comme il l'avait imaginé. Le capitaine Karl insiste pour le récompenser et lui donne un sac contenant 2000 pièces d'or, ce qui rend Yinso très heureux car cela équivaut à 2 millions 1. Le capitaine Karl admet qu'il a mal jugé Yinso en pensant qu'il était comme le reste des étrangers. Le capitaine s'incline en lui demandant d'accepter ses excuses. Yinso le rassure en lui disant que ce n'est pas grave et le remercie de l'avoir reconnu. Et à ce moment, leur affinité atteint son maximum. Ensuite, le capitaine Karl fait une demande formelle à Yinso pour réparer la cloche de Rama. Le capitaine explique qu'il a ressenti une puissance sacrée dans l'épée que Yinsu a utilisée plus tôt, et avec cette capacité, il croit qu'il peut le faire. Yinsu s'excuse, disant qu'il apprécie ses mots, mais il doit maintenant se rendre au royaume de Goyard. Le capitaine Karl sourit, admettant qu'il avait oublié un détail important, que Yinsu est forgeron. Il lui dit que le seigneur possède un métal légendaire, et que s'il répare la cloche, il pourrait le lui donner. Yinsu est surpris qu'on mentionne un métal légendaire et s'y intéresse. Le capitaine Karl l'emmène voir la cloche. Il dévoile un tas de fragments dorés, expliquant qu'il s'agit de la cloche de Rama. Yinso est choqué. La cloche n'est pas seulement cassée, elle est complètement brisée. Le capitaine lui demande s'il peut vraiment la refaire et s'il peut y croire. Yinso admet que c'est pire que ce à quoi il s'attendait, mais il croit qu'il doit y avoir un moyen. À ce moment, une femme s'approche d'eux et déclare froidement que la cloche ne peut pas être réparée. Elle ajoute que même à son niveau de 290, elle ne peut pas le faire et se demande comment il peut prétendre pouvoir le faire. Elle l'accuse d'être un imposteur. Plus tôt, une femme nommée Belle au chef d'équipe qui m'annonce qu'elle quitte la guilde. Le maître de la guilde du bouclier d'or, Kron, lui demande, choqué, pourquoi elle démissionne soudainement. Et si elle ne se soucie pas de tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent, elle répond qu'elle est fatiguée maintenant. Kron essaie de la persuader de rester, disant que si elle peut faire venir le forgeron et cette fois, les choses iront mieux. Mais elle rétorque avec colère que c'est là le problème et lui demande comment ils peuvent offrir 500 millions par an à un joueur au hasard. Kron fait valoir que le forgeron, Eon, a vendu sa première épée forgée pour 50 millions de wons et que s'ils peuvent le recruter, la guilde se relèvera rapidement. Belle rappelle à Kron que le forgeron qu'ils avaient fait venir auparavant n'était qu'une source externe, et que celui qui est venu après a pris la caution et s'est enfui. Elle ajoute qu'un autre forgeron a gagné à la loterie et a disparu et continue d'énumérer les échecs. Belle lui demande d'arrêter, lui expliquant maintenant combien il est difficile de nettoyer tout ce gâchis et insiste pour qu'il n'essaie pas de l'arrêter. Kron accepte à contre-cœur sa décision, mais lui assure qu'il lui gardera toujours une place si elle décide de revenir. La scène se déplace vers Castle. Belle arrive et trouve le village en ruine et se demande, choquée, comment un village comme celui-ci a pu disparaître. Elle pense que c'est l'endroit qui lui a montré que les gens ici ne sont pas seulement des personnages non-joueurs, mais de vraies personnes comme elle. Belle pense que s'il pouvait réparer la cloche de Rama, il pourrait peut-être arrêter toute cette destruction. Elle décide qu'elle doit aller vérifier à nouveau la cloche. Lorsqu'elle arrive dans la salle des cloches, elle est surprise d'y trouver Yinso. Elle l'accuse d'être un imposteur. Yinso répond, confus, en demandant qui elle est pour dire ça. Elle répond qu'elle est une forgeronne d'un rang bien supérieur au sien. Le capitaine Karl intervient et demande à tout le monde de ne pas se battre. Il présente Belle comme la forgeronne avancée qu'il a mentionnée plus tôt et présente Yinso comme la personne qui a aidé à éliminer les ghouls. Le capitaine ajoute joyeusement que maintenant, en plus de cela, Yinso dit qu'il va réparer la cloche. Belle se demande sarcastiquement comment un joueur de niveau 38 pourrait aider à éliminer les ghouls et maintenant prétendre réparer la cloche. Belle accuse Yinso d'essayer de profiter de la détérioration de la situation dans la région du château. Yinso lui demande froidement de quoi elle parle depuis son arrivée. Yinso l'ignore et commence à examiner les fragments de la cloche, se demandant s'ils ont changé d'une manière ou d'une autre. Une fenêtre du système apparaît confirmant que la cloche de Rama est imprégnée d'un pouvoir sacré, et complètement détruite et que la réparation est impossible. Yin en conclut qu'il n'y a aucune chance de réparation par les méthodes traditionnelles. Il prend ensuite un marteau et frappe l'un des fragments avec force. Belle hurle de terreur, lui disant d'arrêter. Yinso parle calmement et lui dit que c'est possible. Il explique que la restauration est possible. Belle lui demande avec colère s'il ne connaît pas le sens d'artefacts irréparables. À ce moment, un soldat se précipite dans la pièce en criant après le capitaine et leur dit que les morts-vivants affluent en grand nombre. Tout le monde est choqué. Une fenêtre du système apparaît, et Ayonsu pense initialement que c'est une nouvelle quête, mais il réalise qu'il s'agit d'une notification de mise à jour. La notification annonce que la mise à jour de la région du château a commencé et qu'une fois la mise à jour terminée, la région mise à jour sera créée. Il réalise que la région se transforme en un pays de morts-vivants. Belle croit que c'est la fin, mais Yinso la corrige, disant que s'ils fabriquent la cloche, ils peuvent l'arrêter. Belle décrit ces paroles comme impossibles, mais Yinso insiste sur le fait que c'est possible. Puis Yinso se tourne vers Belle et l'interroge directement sur la région du château. N'était-ce pas elle qui voulait la protéger? Belle admet que Yinso a raison, mais elle se demande comment faire. Yinso lui demande de le suivre, ajoutant les éclats de la cloche de Rama à son inventaire. Yinso déclare avec enthousiasme qu'ils protégeront cet endroit ensemble.
Le capitaine Karl dit à Yinso qu'il compte sur lui pour réparer la cloche et qu'il les retiendra aussi longtemps que possible, alors Yinso lui dit de s'en remettre à lui. Le capitaine lève son épée et crie à ses hommes de ne pas perdre espoir et qu'ils se battront jusqu'à la fin. Il les exhorte à tenir encore un peu, insistant sur le fait qu'ils doivent protéger Cassel. Dans l'atelier du forgeron, Belle demande à Yinso ce qu'il va faire. Yinso explique que lorsqu'il a brisé l'éclat plus tôt, le pouvoir sacré n'a pas disparu, ce qui signifie que le pouvoir est contenu dans le matériau lui-même. Il prévoit de le faire fondre et de forger une nouvelle cloche, estimant que si la cloche est complète, le pouvoir sacré sera plus fort. Belle commente qu'elle n'a jamais vu une compétence comme celle-ci auparavant, et Yinso répond qu'une compétence n'est pas toujours nécessaire pour réparer quelque chose. Le processus de fusion commence, et Belle se demande avec étonnement s'il a l'intention de faire cela à la main à notre époque. Yinso lui demande pourquoi elle n'aide pas, expliquant qu'il ne peut pas le faire seul. Pendant ce temps, dans les bureaux des développeurs du jeu, un développeur regarde le compte à rebours de la mise à jour de la région de Cassel avec moins d'une heure restante. Il déclare avec désespoir qu'ils ont des ennuis et que cette mise à jour est sur le point d'être gaspillée. Un collègue lui demande pourquoi il râle le jour de la mise à jour, et Kim Tasuk lui dit de regarder l'écran. Le collègue se demande s'il s'agit de ce joueur forgeron. Il affirme qu'un joueur ne peut pas réparer cela, mais leur collègue féminine précise que Belle n'est pas un joueur ordinaire. Le jour fatidique de la mise à jour de la région de Cassel arrive et la bataille s'intensifie. Karl crie des ordres pour arrêter les morts-vivants et les empêcher d'entrer. Ils se battent de toute leur force, haletant d'épuisement. Les soldats subissent des attaques brutales, et l'un d'eux tombe face à un énorme monstre, mais Karl intervient et tue la bête. Le capitaine Karl se précipite pour le secourir et crie à ses hommes de tenir encore un peu. Il les exhorte à protéger Cassel, l'endroit où ils sont nés et ont grandi toute leur vie. Au milieu du combat, l'épée du capitaine Karl commence à se fissurer. Il se demande avec désespoir pourquoi cela arrive maintenant. Alors que son épée est sur le point de se briser, un monstre se jette sur lui, et le capitaine crie de défi. Il maudit la situation, croyant que tout va finir comme ça. Soudain, un puissant son de cloche résonne sur le champ de bataille. Les morts-vivants se prennent la tête et hurlent de douleur. Ils s'embrasent et tombent un par un tandis que le son mystérieux de la cloche continue de se répandre. L'écho de la cloche résonne dans toute la région, et les forces de défense regardent joyeusement vers la source du son. Le capitaine Karl s'exclame joyeusement que la cloche de Rama a été réparée. Dans les bureaux du développeur, l'un des développeurs recrache sa boisson sous le choc, incapable de croire ce qu'il voit. Dans l'atelier du forgeron, Yinso mettait la touche finale à la cloche, et les développeurs se demandent s'ils ont vraiment réussi. Le développeur demande à son équipe, incrédule, s'il a perdu la tête. De retour à l'atelier, Yinso et Belle regardent le marteau utilisé pour le travail, et Belle demande comment ils ont réussi à y parvenir. Au bureau, un développeur crie en demandant ce qui se passe et si la mise à jour a vraiment échoué. Kim Tasuke explique que cet homme, Yinso, n'a pas dormi une seconde depuis que le compte à rebours de la mise à jour a commencé il y a une semaine. Il est révélé qu'il y a 5 jours, Yinsu s'est rendu directement à l'atelier du forgeron dans la région de Cassel, a rassemblé la main-d'œuvre de la ville et a commencé à réparer la cloche de Rama. Il a expliqué qu'il devait tout faire fondre jusqu'à ses matériaux de base, ou plus précisément, extraire le pouvoir divin de ceux-ci. Pendant que Yinsu dessinait les plans, il a laissé Belle en charge de la gestion des travailleurs et de l'approvisionnement du champ de bataille. Après cela, Yinsu a commencé le processus de fabrication de dieux personnalisés. Il prévoyait d'utiliser ses compétences pour maximiser la puissance de la cloche contre les morts-vivants et les forces du mal et d'ajouter une compétence qui pourrait infliger des dégâts directs. Il a crié aux ouvriers d'augmenter la chaleur du four. Avec la volonté commune de protéger la région de Cassel, tout le monde a travaillé vers un seul objectif. Yinsu leur a crié de se concentrer et de ne laisser aucune impureté, tandis que les travailleurs étaient déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour protéger leur patrie. Ils pensaient que cela imprégnerait la cloche d'une puissance divine encore plus grande. Les scènes montrent le passage des jours du 4e jour avant la fin au 3e et au 2e, et enfin au dernier jour où Belle a continué à regarder. Épuisée, Belle se réveille soudainement, se demandant quand elle s'est endormie. Elle voit la cloche terminée avec admiration, ne croyant pas que Yinso y ait travaillé pendant des jours sans interruption. Une fenêtre système apparaît devant elle, annonçant que son titre d'apprenti brille. Elle a été témoin d'un processus de fabrication effectué par un maître forgeron, ce qui a augmenté l'efficacité de sa maîtrise avancée de la forge de 22%. Elle se demande, sous le choc, si ce jeune homme est vraiment un maître artisan. Yinso lui dit que le bruit devait être très fort, mais elle a dormi profondément. Belle proteste, disant qu'elle n'a pas été inconsciente aussi longtemps. Yinso la rassure en lui disant qu'ils sont dans les dernières étapes et lui demande d'attendre. Belle lui demande soudainement s'il est bien le forgeron. Yinso confirme son identité puis place sa main sur la cloche nouvellement achevée, qui brille d'une immense puissance et porte son symbole spécial. Belle regarde la cloche terminée avec admiration, disant que la qualifier de belle ne lui rend pas justice. C'est un magnifique chef-d'œuvre. Une fenêtre système apparaît expliquant qu'il s'agit de la 2e création personnalisée de Yin en cours, unique, avec une durabilité infinie.
C'est un artefact reconstruit qui était irréparable. Belle se demande si c'est la raison de sa puissance, admettant qu'elle n'a jamais vu personne réussir quelque chose comme ça auparavant. Soudain, Belle saisit fermement les mains de Yinso et lui demande avec empressement d'être avec elle à partir de maintenant. Yinso lui demande, confus, ce qu'elle veut dire, se demandant si c'est une déclaration d'amour, ce que Belle nie avec embarras. La scène revient au jour décisif de la bataille où Yinso frappe la cloche nouvellement achevée. Des vagues d'énergie sacrée émanent de la cloche, anéantissant les hordes de morts-vivants qui hurlent d'agonie en brûlant. Les soldats allaient en regardant la scène horrible. Un message système confirme que Yinso a créé une nouvelle cloche et éradiqué les morts-vivants et qu'il peut maintenant empêcher la mise à jour et créer une nouvelle histoire. Yinso crie triomphalement qu'ils ont réussi, remerciant Dieu de ne pas être arrivé trop tard, mais il s'effondre immédiatement, submergé par un état d'épuisement extrême qui le laisse stupéfait. Belle se précipite vers lui, lui demandant avec anxiété s'il va bien, tandis qu'un message système annonce l'achèvement de la quête de réparation de la cloche de Rama. Un autre message indique que les récompenses ont été modifiées. Pendant ce temps, la nouvelle se répand rapidement dans toute la communauté des joueurs d'art. Quelqu'un demande si d'autres connaissent le forgeron Yin et publie un sujet intitulé La raison pour laquelle la mise à jour de la région de Cassel a échoué avec des photos de la tour avant et après la réparation de la cloche. Les joueurs reconnaissent le nom de Yin grâce à la première épée personnalisée de Yin et sont stupéfaits qu'il ait réparé la cloche de Rama. En conséquence, un grand nombre de joueurs commencent à suivre l'atelier de Yin. Yinso se réveille dans son lit au son de notifications continues, se demandant d'où vient tout ce bruit. Il voit que le nombre de followers de son atelier a grimpé à 100 à 1655, et il est stupéfait, se demandant comment cela est possible. Yinso sourit, réalisant que c'était une bonne chose qu'il ait gravé son nom Yin sur la cloche, car maintenant tous ceux qui visitent la région de Cassel le verront. Quelqu'un frappe à la porte et demande la permission d'entrer. Le capitaine Karl entre avec enthousiasme, annonçant que le sauveur de leur région s'est réveillé. Il lui dit qu'il est venu avec l'approbation du Seigneur pour lui donner sa récompense pour avoir fabriqué la cloche, qui est de 330 000 pièces d'or. Yin est stupéfait par le montant, qui équivaut à 330 millions de wons. Le capitaine ajoute que le sauveur mérite une récompense de ce calibre et lui présente une boîte comme cadeau du Seigneur lui-même. Yinso l'ouvre pour trouver le métal légendaire, l'oricalque. Yinso remercie le capitaine. Le capitaine Karl insiste sur le fait que ce sont eux qui devraient le remercier, expliquant que contrairement aux autres étrangers, Yinso n'a pas abandonné leur région et les a protégés. Le capitaine exprime sa sincère gratitude. Yinso ressent la sincérité du capitaine et pense qu'il n'a fait que ce qui devait être fait, réalisant que le désespoir des gens dans Art n'est pas différent de leur désespoir dans la réalité. Yinso prend ensuite congé du capitaine, expliquant qu'il doit retourner à l'endroit où il vivait auparavant pendant un certain temps, et le capitaine accepte immédiatement. Yinso décide qu'il est temps de récupérer son atelier et se déconnecte du jeu. Le capitaine et son collègue regardent l'endroit où Yinso a disparu, commentant que les étrangers sont un groupe étrange. Le lendemain à Gyeongju, Yinso rencontre l'investisseur immobilier, Kang Yukso. Kang regarde son téléphone, qui affiche un message indiquant que monsieur, Yinso a déposé 330 millions de wons. Kang dit à Yinso qu'il l'a vraiment fait, exprimant son étonnement et sa profonde admiration. La scène revient un an en arrière. Yinso est assis avec Kang Yukso, qui examine les papiers de la propriété. Kang lui dit que le montant total s'élève à 330 millions de wons. Kang mentionne qu'il a entendu parler du grand incendie et rassure Yin en lui disant que le montant devrait être plus que suffisant pour les factures d'hôpital, l'exhortant à garder la tête haute. Alors que Kang se prépare à partir, Yinso demande d'une voix hésitante s'il pourrait racheter l'atelier. Kang Yukso demande des éclaircissements sur ce que Yinso vient de dire. Yinso répète sa question, expliquant que s'il pouvait d'une manière ou d'une autre amasser l'argent, Kang lui revendrait-il l'atelier? Kang lui conseille que l'achat d'un atelier incendié ne serait qu'un gaspillage d'argent et qu'il ferait mieux d'en acheter un nouveau s'il en avait besoin. Yinso insiste sur le fait que ce doit être leur atelier car l'endroit est rempli de souvenirs de son père. Kang y réfléchit et décide ensuite d'accorder à Yinso un délai de grâce d'exactement 1 an. Cependant, il l'avertit qu'à la seconde où l'année sera écoulée, il vendra la propriété au premier acheteur. Yinso le remercie chaleureusement, tandis que Kang lui dit qu'il attendra son appel. De retour dans le présent, en relisant le message de dépôt, Kang répète sa profonde admiration pour Yinso. Il admet que même s'il a fait l'offre, au fond de lui, il savait qu'il demandait l'impossible. Yinso explique que la période d'1 an n'était qu'une estimation approximative et que l'opportunité de vendre une telle propriété aurait pu se terminer à tout moment, mais Kang avait déjà tenu sa promesse. Yinso demande pourquoi Kang a été si gentil avec lui. Kang répond qu'il était la première personne à demander à racheter une propriété après l'avoir vendue. Il ajoute qu'il voulait juste encourager quelqu'un comme lui. Yinso remercie encore Kang et se dit que grâce à lui, il n'a pas eu à abandonner l'atelier et qu'il doit lui donner quelque chose en retour. Yinso lui demande s'il connaît un jeu appelé Art. Kang rit et répond que, bien sûr, il le connaît. Qui n'en a pas entendu parler de nos jours? Yinso révèle qu'il est en fait forgeron dans Art. Kang commente que c'est le travail parfait pour lui. Yinso propose de lui fabriquer un artefact en cadeau.
Kang demande avec enthousiasme s'il peut lui fabriquer une pièce personnalisée, quel que soit le type d'effet ou le niveau. Yinso sourit et répond, bien sûr, promettant qu'il lui fera tout ce qu'il veut. Yinso entre dans une taverne où Belle l'appelle pour s'asseoir avec elle. C'est la première fois qu'ils se voient depuis l'incident des morts vivants. Belle se plaint de la difficulté qu'elle a eu à le trouver, et Yinso s'excuse, mais elle dit qu'elle plaisantait. Belle se présente correctement, expliquant qu'elle était la stratège en chef de la guilde du bouclier d'or et celle qui a fait de la guilde ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ajoute que ce jour-là, elle est devenue certaine d'une chose, Yinso deviendrait un jour l'un des meilleurs joueurs. Par conséquent, Belle va droit au but. Elle lui dit que lorsqu'il créera une guilde, elle veut en être le premier membre. Yinso lui rappelle en plaisantant qu'elle le traitait d'escroc l'autre jour. Belle s'excuse immédiatement, mais justifie sa position en disant que n'importe qui aurait mal compris dans cette situation. Yinso lui dit qu'il plaisantait et qu'il est également impatient de travailler avec elle, et il se serre la main. Mais avant cela, Yinso décide de lui faire part de ses projets. Belle est choquée d'apprendre que Yinso va rencontrer le roi de l'épée parade, l'une des 10 légendes. Yinso confirme qu'il participera au tournoi d'arts martiaux de Joyard, ajoute que le pain qu'il mange est délicieux et se demande si le gagnant recevra son prix de parade lui-même. Belle le confirme mais est inquiète, expliquant que ce tournoi est un rassemblement d'étoiles montantes du monde entier, et ce n'est pas une blague. Yinso répond simplement que c'est exactement pour ça qu'il doit gagner. Belle se demande comment il peut dire ça si simplement et s'il peut même goûter sa nourriture. Yinso la rassure et lui dit qu'il visera le sommet en utilisant sa spécialité, la laissant perplexe. Quand Yinso lui demande si elle va manger, elle répond qu'elle est rassasiée. Le jour du tournoi d'arts martiaux de Joyard arrive. Le chef du tournoi, Bayek, accueille les étrangers. Il annonce que le tournoi commencera au moment où il quittera la scène et qu'ils affronteront tous des monstres sous peu. Il ajoute que même s'ils ne peuvent pas le voir, Sa Majesté, le roi parade, les regarde, ils doivent donc être sur leur meilleur comportement. Il leur souhaite bonne chance, et une fenêtre système annonce le début du tournoi. Dans l'arène, les participants font face aux monstres. La première mission est de survivre à l'attaque du golem avec une limite de temps d'1 heure. Les participants se précipitent dans la bataille avec enthousiasme, s'attendant à ce qu'un golem soit le premier adversaire. Une fenêtre système annonce la première épreuve du tournoi. Quiconque tue le golem de pierre, niveau 109, recevra une récompense. Un participant est surpris par le niveau élevé du golem, se demandant s'il a toujours été aussi élevé et notant que le premier tour est censé être facile. Un autre participant charge imprudemment en déclarant « Premier arrivé, premier servi », mais est immédiatement écrasé par le golem, ce qui entraîne une déconnexion forcée. Les autres participants hurlent de terreur et essaient d'esquiver les attaques, mais ils tombent un par un et sont également déconnectés. Les participants hurlent de terreur en réalisant que cette situation est complètement différente des informations qu'ils avaient et se demandent comment ils sont censés vaincre cette chose. Yinso observe la situation pendant que les autres joueurs maudissent leur malchance, réalisant qu'ils ont été trompés. Ailleurs, le chef du tournoi, Baek, réalise que le tournoi s'est transformé en un désastre complet. Un golem de pierre du tournoi de haut niveau a été mélangé par erreur. Baek craint qu'à ce rythme, tous les participants au tournoi ne soient éliminés et décide qu'il doit voir Sa Majesté immédiatement. Baek se précipite dans la chambre du roi en criant « Votre Majesté » et insiste sur le fait qu'ils doivent arrêter le tournoi maintenant. Mais le roi parade rejette calmement sa demande. Baek demande avec confusion « Quoi ?» Mais le roi l'interrompt, lui demandant s'il ne comprend toujours pas la situation. Le roi lui dit de regarder de près ce guerrier. Dans l'arène, Yinsu tire une flèche brillante qui frappe le golem de pierre. Il est révélé qu'il s'agit de la 3e création personnalisée de Yinso, l'Orocalcom et Giselle, une flèche spéciale qui a la capacité de revenir à l'utilisateur après avoir été tirée. Les autres joueurs sont émerveillés, se demandant comment une flèche peut revenir comme un boomerang. Yinso pense que cette flèche est la récompense qu'il a reçue de la région de Cassel et qu'il est étonnant qu'elle soit faite de l'oricalque légendaire, fonctionnant aussi bien que prévu. Yinso tire à nouveau la flèche qui frappe le golem. Alors qu'elle revient, la flèche frappe presque un autre joueur qui crie à Yinso de faire attention à moins qu'il n'essaie de le tuer, et Yinso s'excuse immédiatement. À la suite du coup, le golem de pierre est étourdi pendant 4 secondes. Les joueurs crient que le golem est étourdi et que c'est leur chance d'attaquer. Les joueurs lancent un assaut général, mais le golem se rétablit et rugit de colère. Il commence à attaquer violemment, et les joueurs crient et s'avertissent mutuellement. Le golem continue son déchaînement aléatoire et se dirige vers Yinsu. Alors qu'un joueur crie qu'ils ont juste besoin de tenir un peu plus longtemps et que ce sera fini, et un autre crie à Yinsu de courir. Les joueurs encaissent le coup et luttent pour rester en vie. Au dernier moment, Yinso change son arme pour son épée de lumière du jour, déclarant que ce n'est pas encore fini. Il bloque le coup massif du golem, mais la force de l'impact le jette au sol. Baek supplie le roi parade, disant qu'ils doivent arrêter le tournoi maintenant, soulignant que le participant semble avoir atteint sa limite. Le roi regarde avec intérêt, et soudain, quelque chose d'inattendu se produit qui attire son attention. Dans l'arène, bien qu'il soit tombé, Yinso utilise à nouveau la compétence de fabrication de dieux d'urgence.
Le processus de fabrication se termine, ce qui donne naissance au Damasku Woldu, une arme spécialement conçue pour fendre la pierre. D'un seul coup puissant, Yinsu réussit à vaincre le golem de pierre. Le Damasku Woldu disparaît car il s'agissait d'une création d'urgence, tandis que Yinso reçoit une multitude de notifications de niveau supérieur. Yinso est étonné de réaliser que son niveau a augmenté de 14, tandis que les autres joueurs le regardent avec incrédulité, se demandant comment il a réussi à le vaincre. Yinso leur demande avec confusion s'il n'était pas censé le vaincre. Les joueurs répondent que la mission était de survivre, alors comment pourrait-il vaincre un monstre avec un tel écart de niveau? Ils expliquent que l'épreuve se compose de 3 étapes, et l'apparition de ce golem a déjà perturbé l'équilibre. Elle n'était pas là pour être vaincue. Yinso comprend maintenant la situation. Soudain, Yinso se sent extrêmement étourdi et perd connaissance. Les autres joueurs se rassemblent autour de lui, se demandant s'il s'est évanoui et remarquent qu'il ne s'est pas déconnecté. Il commence à discuter du nombre d'armes qu'il a utilisées, pensant d'abord qu'il était polyvalent, mais réalisant maintenant qu'il est un maître d'armes et regrette de ne pas avoir une seule de ces armes incroyables. À ce moment, Beck annonce à tous les participants qu'en raison d'une erreur de la part de l'organisateur, le tournoi d'arts martiaux sera suspendu et leur ordonne à tous de partir. La nouvelle de l'exploit de Yinso se répand rapidement en ligne, avec des milliers de personnes regardant une diffusion en direct de lui inconscient dans l'arène. Les spectateurs se demandent comment il a réussi à vaincre le golem de pierre seul et demandent des informations sur son arc et ses flèches. Quelqu'un remarque que Yinso a laissé tomber sa flèche, et en zoomant, il voit le nom Yin gravé dessus. Les spectateurs l'associent immédiatement au Yin qui a créé la cloche irréparable dans la région de Cassel. Ils sont stupéfaits, se demandant comment un forgeron peut être aussi puissant et s'émerveillent de son équipement supérieur. Dans les bureaux de la société BOLD, le service client est confronté à un flot de demandes concernant la raison pour laquelle le tournoi a été suspendu. Le personnel ne peut pas fournir de réponse claire, se contentant de déclarer que c'était une décision prise par le libre arbitre d'art ou que cela concerne un problème interne au royaume de Joyard, et il s'excuse à plusieurs reprises auprès des clients. Dans le département de développement, une employée dit à son chef d'équipe qu'il y a un gros problème. Il lui dit qu'il est occupé maintenant. Elle l'informe que le tournoi d'arts martiaux de Joyard a été suspendu, et il répond nonchalamment qu'il savait que cela arriverait. L'employé crie que ce n'est pas le problème, mais que le roi Parade a convoqué l'utilisateur Yinsu. Le chef d'équipe est choqué, se demandant comment ils pourraient se rencontrer si rapidement alors que les préparatifs du tournoi demandent encore du temps. L'employé confirme que Yin est en route pour la salle de réception maintenant. Le chef d'équipe réalise qu'il a des ennuis et qu'il va encore travailler toute la nuit. Il commente que cet utilisateur défie toute logique et que ses actions sont imprévisibles. Il se demande ce qui se passera si un DSU réussit la requête de Parade et que leur affinité atteint son maximum. Il conclut que dans ce cas, Yin DSU maîtrisera l'art de l'escrime du roi de l'épée et deviendra le forgeron le plus puissant de tous les temps. Le chef d'équipe des développeurs commente que ce ne sera pas facile car la décision repose sur le libre arbitre de Parade. Sa collègue exprime le sentiment que Yinso réussira, ce qui inquiète le chef d'équipe qui lui demande de ne pas dire des choses aussi inquiétantes. Le lendemain dans le jeu, Yinso est escorté dans la salle du trône en pensant qu'il rencontrera Parade plutôt qu'il ne s'y attendait. Yinso s'agenouille devant le roi Parade qui s'adresse à lui comme à un étranger. Parade explique que normalement le prix aurait été présenté devant tout le monde, mais il demande sa compréhension pour simplifier les choses en raison de l'incident inattendu. Il ajoute que tout le monde reconnaîtra sa remarquable performance en tant que maître d'armes hier. Le roi offre à Yinsu un prix monétaire de 13 000 pièces d'or. Mais Yinsu se lève soudainement et interrompt le roi en disant « Votre Majesté, j'ai entendu dire que vous me cherchiez ». Les gardes du roi sont enragés par son insolence, croyant qu'une telle arrogance ne peut être tolérée, quelle que soit la rareté du guerrier et se demandent comment il ose parler alors que sa majesté n'a pas fini de parler. Yinso répond calmement, annonçant qu'il est Yin le forgeron. La colère des gardes grandit, et ils se préparent à le retirer immédiatement. Mais le roi Parade leur ordonne d'arrêter, confirmant que Yinso est l'invité qu'il attendait. Yinso salue formellement sa majesté le roi Parade. Parade, l'une des 10 légendes d'art, lui dit qu'il a pris son temps. Yinsu répond que la route ici était difficile. Parade lui demande s'il sait pourquoi il a été convoqué. Yinsu suppose que c'est pour lui commander une épée, ce que le roi confirme. Parade explique que même le meilleur forgeron du royaume et même Tank, le maître de la tour de l'épée, ont échoué à cette tâche. Pour cette raison, il veut savoir ce qui rend Yinsu digne de confiance. Sous une immense pression, Yinsu répond qu'il n'a qu'une seule chose. Il est venu jusqu'ici en ne croyant qu'en ses propres compétences. Le roi Parade rit fort, impressionné par l'audace de l'étranger. Le roi décide de parier sur la confiance de Yinso et ordonne à ses hommes d'apporter ce qu'il a préparé. Un coffre brillant est présenté devant Yinso. Le coffre contient du fer froid centenaire, un minerai spécial qui a absorbé le froid pendant 100 ans et possède une résistance au feu et des propriétés de glace. Yinsu regarde le métal avec étonnement, pensant qu'il semble sortir tout droit d'un roman d'arts martiaux. Parade précise sa demande. Il veut une épée de niveau épique ou supérieur qui émane du givre. Il promet que s'il est satisfait, il lui accordera tout ce qu'il désire, mais il l'avertit que s'il est déçu,
il ne remettra plus jamais les pieds dans le royaume de Joyard. Une fenêtre de quête apparaît intitulée la commission du roi, qui nécessite la reconnaissance du roi. La récompense est l'accomplissement d'une requête de Parade, et la pénalité en cas d'échec est l'expulsion du royaume de Joyard. Yinsu accepte la quête, promettant qu'il ne décevra pas le roi et qu'il réussira sûrement. Plus tard dans l'atelier du forgeron, Yinsu sent son cou brûler à cause de l'intensité du regard dirigé vers lui. Il se tourne pour voir une femme le regarder. C'est Bella, la vice-capitaine des chevaliers du royaume de Joyard, et son niveau est de 301. Yinsu se dit que même s'il est un étranger, placer une garde sur lui de manière aussi flagrante est excessif, mais il retire sa pensée, considérant comme naturel qu'il ne lui fasse pas confiance facilement. Bella lui dit de faire comme si elle n'était pas là et de se concentrer sur son travail. Yinsu lui demande avec un sourire sarcastique si son regard est si évident, et elle répond « oui ». Bella se dit qui ce jeune homme pense-t-il être, se souvient que son Altesse a mis sa dernière chance sur eux, et jure qu'il ferait mieux de ne pas échouer. Yinsu sent l'immense pression qu'elle exerce sur lui. Soudain, la sonnette retentit dans le jeu, ce qui déconcerte Yinsu. Il s'excuse auprès de Bella, expliquant qu'il semble que quelque chose s'est passé dans son monde réel, et demande si cela la dérange s'il sort un instant. Yinsu se réveille dans sa capsule dans le monde réel et va ouvrir la porte. Il est surpris de voir la propriétaire. Yinsu lui demande la raison de sa visite. La dame lui dit qu'elle a décidé de vendre la maison, expliquant que son mari a récemment été au chômage et qu'ils doivent régler les choses, et elle s'excuse auprès de lui. Yinsu lui dit de ne pas s'excuser, sentant que c'est lui qui devrait être désolé de louer l'endroit à un prix inférieur au prix du marché et d'être en retard avec le loyer à plusieurs reprises. Il lui demande quand il doit partir, et elle lui dit qu'elle aura besoin qu'il quitte les lieux dans les 2 semaines. La dame a honte devant lui, mais il lui demande de ne pas dire cela, lui assurant qu'il a bien vécu ici et s'incline respectueusement devant elle. Après son départ, Yinsu se répète la date limite. 2 semaines. Yinsu se sent épuisé. Il pense que bien qu'il ait gagné une bonne somme d'argent dans art, les factures d'hôpital de son père coûtent des dizaines de millions, et racheter l'atelier incendié lui a coûté 330 millions. De plus, il n'a même pas commencé ses propres traitements contre les brûlures. Il se demande avec désespoir, où est-il censé aller maintenant? À ce moment, son téléphone sonne. L'appelant est Kim Yohan, Belle. Quand il répond, Belle lui demande ce qu'il fait et lui dit qu'elle a une bonne idée pour la quête, c'est pourquoi elle a appelé. Yinsu lui demande de rappeler plus tard, expliquant qu'il a l'esprit un peu préoccupé en ce moment. Belle lui demande si quelque chose ne va pas. Yinsu lui dit que la quête de Parade est importante, mais qu'il doit soudainement quitter sa maison dans 2 semaines. Belle lui rappelle avec colère l'importance de cette quête. Elle lui dit qu'elle en attend 2 résultats principaux. Belle explique qu'en ce moment, les gens se demandent si le champion du tournoi d'arts martiaux de Joyard et le forgeron nain sont la même personne. Elle suggère qu'il ne le clarifie pas encore, et quand il révélera son parcours plus tard, ça va exploser. Elle ajoute qu'il a reçu une commande pour forger une épée de Parade, l'un des NPCs les plus influents d'art. Elle lui demande d'imaginer Parade révélant une nouvelle épée gravée du nom de Yin. C'est à ce moment-là que sa valeur montera en flèche, c'est pourquoi elle a dit qu'elle le soutiendrait. Yinsu la remercie, disant qu'elle lui a remis les idées en place et promet qu'il fera de son mieux. Yinsu retourne au jeu pour trouver Bella, qui lui crie dessus avec colère. Bella crie à Yinsu, lui demandant pourquoi il ne revient que maintenant, et il demande, confus, ce qui s'est passé. Bella lui dit que son Altesse royale, Parade, a été piégée dans le nid du dragon. Yinsu demande, choqué, où le roi Parade est piégé, puis demande l'emplacement exact du nid du dragon. Bella demande, incrédule, comment il peut être surpris alors qu'il ne sait même pas où c'est, et Yinsu répond qu'il pensait qu'il devait au moins faire semblant d'être surpris. Bella lui dit que le temps presse et explique rapidement. Elle précise que le nid de la flamme est le nom général de la région des monstres de type feu. Parmi eux se trouve le donjon des Fris, un endroit d'où personne n'est revenu vivant, sauf Sa Majesté le roi, Parade. Yinsu se demande pourquoi le roi entrerait dans un donjon qu'il a déjà visité, d'autant plus qu'il n'a pas reçu l'arme qu'il lui a commandée. Bella répond que c'est parce que la cible de vengeance de Sa Majesté s'y trouve. Yinsu est surpris d'entendre les mots cible de vengeance. La scène se déplace vers le nid de la flamme où le roi Parade arrive, souffrant de ses blessures. Il regarde la porte devant lui, réalisant qu'une fois qu'il l'aura franchie, tout commencera. Il pense que même son épée actuelle ne suffira pas. Il est soulagé que ces hommes aient pu s'échapper en toute sécurité, mais il sait que les renforts mettront au moins 3 jours à arriver. Il sourit amèrement, admettant qu'il aurait peut-être dû attendre que l'étranger finisse l'épée. Un triste souvenir se glisse dans son esprit, et il souhaite que son fils, Ban, soit encore en vie. Il aurait à peu près le même âge que ce jeune homme, Yinsu. Il se souvient comment son fils est mort dans ses bras, appelant « Père ». Dans ce souvenir douloureux, Parade demande à son fils comment il est arrivé ici sans lui dire. Ban répond qu'il pensait que s'il conquérait ce donjon, il deviendrait enfin un fils dont son père pourrait être fier, mais il réalise maintenant qu'il était trop faible et s'excuse. Parade crie à son fils qu'il n'y a pas besoin de s'excuser et lui dit de s'accrocher à la vie, mais Ban s'excuse à nouveau auprès de son père, puis expire son dernier souffle dans ses bras,
laissant Parade bercer son corps sans vie dans le désespoir. Dans le présent, Parade décide qu'il aurait été préférable d'attendre l'épée de l'étranger, mais il ne peut pas laisser Efrit s'échapper. Il a attendu des années qu'il apparaisse et est déterminé à l'éliminer. Puis Parade marche d'un pas ferme vers la porte du donjon enflammé. Bella explique que depuis la mort du prince, Sa Majesté a essayé tous les moyens de traquer Ifrit, mais Ifrit ne s'est pas révélé si facilement. Elle ajoute que cela pourrait être la dernière chance de Sa Majesté. Bella admet franchement qu'elle a du mal à faire confiance à un étranger comme Yinso, mais elle ajoute que si Sa Majesté lui a confié cela, il doit y avoir une raison. Alors Bella s'incline devant lui, et en tant que chevalier du royaume de Joyor, elle le supplie de sauver Sa Majesté. Une nouvelle quête d'urgence apparaît intitulée Une épée qui peut sauver le roi. La quête exige d'accepter la requête de Bella, la récompense étant une augmentation de sa confiance et la pénalité pour l'échec étant la mort de Parade. La mission est de forger une lame capable de le sauver. Yinso pense à l'histoire tragique de Parade. Il se souvient comment ce jour-là, lui aussi a failli tout perdre dans les flammes. Il se demande s'il aurait pu passer à autre chose s'il avait perdu sa famille comme Parade. Avec une ferme détermination, il dit à Bella qu'il fera tout ce qu'il peut. Yinsu commence immédiatement à travailler dans l'atelier, martelant le métal avec enthousiasme, puis le plongeant dans l'eau. Il pense qu'on dit que la chaleur d'Efrit peut même faire fondre des armes de qualité unique. Il en conclut qu'il devra forger une arme qui surpasse la qualité unique. Il décide de se concentrer sur l'effet de la pierre gelée, qui est insoluble. Pendant qu'il travaille, une fenêtre système apparaît, lui disant que sa compréhension du fer froid centenaire s'est approfondie. Un autre message apparaît annonçant que l'esprit du forgeron a été activé. Le message explique qu'en forgeant cette lame, Yinso s'est immergé dans le travail plus que quiconque. Sa passion, sa détermination et son empathie l'ont conduit dans un état de concentration complète. En conséquence, le système annonce que la première épée de qualité légendaire de Yin est en cours de forgeage. Une lumière brillante émane de l'atelier, et Bella se demande si c'est terminé. Yinso se tient tenant la nouvelle épée brillante et déclare qu'il est temps d'aller sauver Sa Majesté le roi, Parade. Pendant ce temps, dans le nid de la flamme, Parade hurle de douleur alors qu'il reçoit un coup violent. Il se met à genoux, déterminé à en finir aujourd'hui. Le chef du nid de la flamme, Efrit, de niveau 409, apparaît devant lui. Parade crie le nom d'Efrit, qui se moque de lui, disant qu'il n'a aucune idée de combien de temps il a attendu pour le rencontrer. Puis ils se chargent l'un sur l'autre dans une bataille épique, et Efrit lâche un rugissement assourdissant. La bataille acharnée entre le roi Parade et Ifrit continue. Parade bloque les violentes attaques enflammées d'Ifrit, mais l'immense puissance d'Ifrit le submerge. Parade est surpris de voir que l'épée d'Ifrit est formée de flammes pures, et une série de coups violents qu'il ne peut pas bloquer sans suite. Efrit crie en triomphe et déchaîne une vague de ses flammes, forçant Parade à reculer dans la douleur. Efrit rit triomphalement, tandis que Parade s'agenouille, vaincu, et maudit la situation, croyant qu'elle s'est soldée par un échec. Ifrit se prépare à porter le coup final et lance sa lance vers Parade. Une énorme épée glacée apparaît de nulle part, arrêtant l'attaque d'Ifrit. Yinsu et Bella sont arrivés juste à temps. Bella crie au roi Parade et lui dit d'utiliser la nouvelle épée. Parade saisit la nouvelle épée brillante qui a été jetée devant lui. Une fenêtre système apparaît affichant les détails de l'épée personnalisée de Yin pour Parade. Légendaire. L'épée possède des capacités spéciales étonnantes, plus 343% de résistance à l'attribut feu, plus 194% de puissance d'attaque avec l'attribut glace, et une augmentation massive de plus 397% de la puissance d'attaque de l'attribut glace contre les monstres de feu. Elle possède également une compétence active appelée fleur de givre. Yinsu demande au roi d'essayer de l'utiliser. Parade saisit l'épée, qui brille d'une puissance glacée. Parade utilise la compétence fleur de givre, et une puissante vague de glace balaie le champ de bataille, gelant les attaques enflammées d'Ifrit. Ifrit hurle de douleur alors que la puissance glaciale de l'épée contre sa chaleur. Parade déclare que c'est fini. Parade se jette en avant, et son épée entre en collision avec le corps enflammé d'Efrit et le brise. Efrit est choqué, et Parade continue son attaque. Parade réussit à porter un coup fatal, vainquant Efrit. Une fenêtre système annonce qu'il a vaincu le boss. Parade pousse un soupir de soulagement, croyant qu'ils ont enfin réussi. Mais soudain, le corps d'Efrit commence à briller et à exploser. Yinso se demande ce qui se passe. Bella réalise que certains monstres s'autodétruisent avant de mourir. Parade est pris dans l'énorme explosion qui détruit tout le donjon. Bella crie au roi Parade de sortir immédiatement, l'avertissant du danger, mais Parade lui ordonne de rester en place, considérant cela comme un ordre royal. Il regarde un médaillon avec une photo de son fils et pense qu'il veut en finir ici. Bella se sent désespérée. Elle sait qu'elle doit sauver Sa Majesté, mais il lui a ordonné de ne pas venir. Elle se demande, confuse, ce qu'elle doit faire. Yinso s'avance seul et lui dit qu'il va aller chercher Sa Majesté. Il utilise la compétence de fabrication de dieu d'urgence pour créer un bouclier résistant aux flammes. Yinso entre dans l'enfer de flammes et appelle Sa Majesté le roi, Parade. Le roi lui ordonne de retourner en arrière, disant qu'il a fait plus que sa part. Yinso refuse de partir, insistant sur le fait qu'il est venu ici pour l'accompagner et qu'il ne partira pas.
Yinso lui demande si sa décision est à cause de la personne sur le médaillon. Le roi confirme cela, admettant qu'à cause de lui, son fils a quitté ce monde et se demande avec quel visage il peut continuer à vivre. Yinso lui demande s'il pense que la personne sur le médaillon serait heureuse de cela. Parade se met en colère, criant à Yinso qu'il n'ose pas parler et que personne ne peut connaître ce sentiment. Le chagrin de perdre un enfant à cause de lui. Parade saisit Yinso par le col et lui crie comment il ose même en parler. Yinso admet qu'il ne connaîtra jamais cette douleur spécifique, mais il précise que lui aussi a failli perdre un membre de sa famille, révélant que son père est dans le coma. Yinso dit au roi qu'il priait tous les jours pour que son père ouvre les yeux, mais maintenant il est juste heureux que son père soit vivant de quelque manière que ce soit. Il lui assure que c'est ce que son fils doit ressentir aussi. Parade enlace Yinso en pleurant, lui demandant de laisser son fils partir en paix. Le roi voit une vision de son fils souriant et s'excuse auprès de lui à plusieurs reprises, admettant que son stupide père avait tort. Yinso lui murmure à l'oreille qu'il doit vivre et lui demande, ne devrait-il pas devenir un père dont son fils peut être fier? Le roi Parade est d'accord avec lui, disant qu'il ne devrait pas être un père honteux. Le roi Parade sourit et dit à Yinso de partir. Ils émergent des flammes qui s'effondrent, et Bella se précipite vers eux en criant, « Étranger, Sa Majesté va bien ?» Yinso la rassure en lui disant que Sa Majesté va bien. Alors qu'il lui dit qu'il sera bientôt de retour, un message système apparaît annonçant que ses points de santé ont atteint 0, et il sera déconnecté de force. Yinso la rassure en lui disant que les étrangers ne meurent pas, puis disparaît. Bella regarde sous le choc tandis que le roi Parade s'effondre dans ses bras, murmurant que le garçon l'a sauvé. Bella crie le nom de Sa Majesté et lui dit de reprendre conscience. Paro perd connaissance avec un sourire sur son visage. Yinso se réveille dans le monde réel, et un message système apparaît indiquant qu'en raison de la pénalité de déconnexion forcée, son niveau a diminué d'un niveau. Il regarde ses mains bandées avec des larmes dans les yeux et jure à son père qu'il va avancer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.